Le meurtrier, afin de vérifier si la jeune fille était vraiment dans un état végétatif, a pris une seringue et l'a piquée à plusieurs reprises dans la cuisse. Quand il a constaté que la jeune fille ne bougeait pas et ne réagissait pas, il a poussé un soupir de soulagement. Peu de temps auparavant, lors d'une fête chez un magnate de la finance, la jeune fille, qui travaillait comme serveuse, était allée chercher du vin et était tombée accidentellement dans la piscine. Après être sortie de l'eau, elle s'était essuyée devant la vitre, mais elle ne s'attendait pas à ce que derrière la vitre, deux yeux la regardaient fixement. La beauté et la silhouette parfaite de la jeune fille ont fait battre le cœur du fils du magnate, qui s'est mis à fantasmer sur elle. À la fin de la fête, alors qu'elle nettoyait la pièce, Emma s'est approchée. La jeune fille s'apprêtait à partir, mais Emma l'a retenue pour boire un verre. Emma a tenté d'abuser d'elle. Dans un élan de panique, la jeune fille a attrapé une bouteille d'alcool qui se trouvait à proximité et l'a violemment frappée à la tête. Effrayée, elle s'enfuit et heurta un homme à lunettes. Elle le supplia de la sauver. Mais Jacques était un ami du fils du magnate. Non seulement il ne la sauva pas, mais il la jeta par terre. La jeune fille était terrifiée et désemparée. Mais face à deux hommes, que pouvait-elle faire? Elle ne pouvait que se débattre et espérer un miracle. À ce moment-là, elle aurait tant voulu que quelqu'un vienne l'aider. Au même moment, le père de la jeune fille, inquiet, se rendit à la villa de famille du magnate pour la ramener à la maison. Il appela sa fille partout en cherchant. Soudain, il entendit les cris de sa fille provenant de l'étage. Sentant que quelque chose n'allait pas, il se précipita à l'étage et tomba sur l'homme à lunettes qui surveillait la porte. Voyant son air paniqué, le père de la jeune fille comprit immédiatement qu'il y avait un problème et se précipita pour sauver sa fille. L'homme à lunettes le retint et les deux hommes se battirent. Mais le père de la jeune fille n'était pas de taille face à un jeune homme. Finalement, il est poussé dans les escaliers par Jacques. Voyant cela, Jacques ne sait pas quoi faire. Il se précipite pour voir ce qui s'est passé et découvre que le père de la jeune fille ne respire plus. À ce moment-là, le fils du magnate n'a pas encore abandonné et ignore tout de ce qui se passe en bas. Il jette la jeune fille sur le lit et se met à la déchirer sauvagement. Les cris de la jeune fille ne servent à rien. Elle se débat et repousse Emma, puis se précipite vers un balcon. Voyant que Emma était sur le point de défoncer la porte, la jeune fille grimpa directement sur la balustrade du balcon. Emma la supplia de ne pas faire de bêtises. En un instant, la neige blanche fut teintée de rouge. Emma était complètement terrifiée. Il descendit les escaliers en titubant, cherchant de l'aide auprès de Jacques. Mais il découvrit qu'il y avait encore quelqu'un allongé en bas. Les deux hommes se cachèrent dans un coin, tremblant de peur. Emma dit à Jacques qu'il y a quelqu'un d'autre dehors. Puis il s'enfuit. Il arrive devant la jeune fille inconsciente. Jacques le suit de près. Deux personnes sont mortes en un instant. Il n'ose pas y croire. Après s'être mutuellement reproché ce qui s'est passé, Jacques reprend ses esprits le premier. Leur vie est ruinée. Jacques propose de se débarrasser des corps pour s'en sortir. Il décide donc de simuler un accident de voiture entre le père et la fille pour échapper à la justice. Alors qu'il transportait le corps dans la voiture, la sœur et le chauffeur sont revenus. Le chauffeur roux, voyant les deux hommes couverts de sang, leur a demandé ce qui s'était passé. Voyant qu'il ne pouvait pas le cacher, Emma a avoué qu'il avait tué quelqu'un. Il a supplié le chauffeur roux de garder le secret. Annie est soudainement revenue pour récupérer le collier en diamant. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, son frère lui a arraché le collier. Voyant Emma couvert de sang, Annie lui a demandé ce qui s'était passé. Mais son frère lui a dit de ne pas poser de questions et de partir rapidement. Emma a ensuite mis le collier en diamant autour du cou de la jeune fille. Soudain, il s'est aperçu que la jeune fille respirait encore. Mais à ce stade, les deux hommes ont décidé de continuer. Ils se sont rendus à une falaise et ont mis le père et la fille à l'avant de la voiture. Puis, d'un seul élan, ils ont poussé la voiture dans le vide. Une famille qui était heureuse s'est ainsi retrouvée brisée. En regardant la voiture rouler dans le vide, ils ont été soulagés et ont affiché un sourire satisfait. À ce moment-là, la mère de la jeune fille attendait toujours le retour de son mari et de sa fille. Inquiète, elle est partie à leur recherche. Elle a découvert que la fête était terminée et qu'il n'y avait plus personne. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, elle a aperçu Emma et Jacques qui revenaient en taxi. Au début, la mère n'y a pas prêté attention et ne savait pas que la mort de son mari et de sa fille était liée à eux. Les deux hommes sont retournés à la villa pour nettoyer les lieux et brûler tous les vêtements tachés de sang. Jacques a suggéré à Emma de demander à sa sœur de les aider. Il a ensuite appelé Annie pour lui demander d'appeler la police et de dire que son collier en diamant avait été volé. Emma voulait faire croire que la jeune fille avait volé le collier et s'était jetée du balcon après avoir été découverte. La jeune fille s'appelait Wisu. Elle venait d'une famille pauvre, mais ses parents l'aimaient beaucoup. Elle avait un petit ami depuis plusieurs années. Wisu rêvait depuis toujours de devenir actrice et avait remporté un concours de sélection. Mais cela avait suscité la jalousie de la fille d'un magnate de la finance. Elle convoitait également le petit ami de Wisu depuis longtemps. Voyant le rêve de quelqu'un d'autre se réaliser, Annie était très envieuse. Elle cherchait donc toutes les occasions d'humilier Wisu. Elle l'avait même embarrassée délibérément lors d'une fête. Wisu avait découvert qu'elle était enceinte. Mais avant d'avoir pu partager sa joie avec son petit ami, elle a été violée par Emma. Annie a été choquée d'apprendre que son frère et Jacques avaient tué quelqu'un. Après les supplications de Emma, elle a finalement accepté de les aider à cacher le crime. Après tout, elle avait eu des différends avec Wisu lors du concours. La mort de Wisu a également rassuré Annie. Les deux jeunes filles pensaient naïvement avoir tout prévu. Wisu a réglé l'horloge de la voiture et a fait semblant de dormir. Il a attendu l'arrivée de sa petite amie et lui a demandé l'heure. Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge et lui a répondu. Jacques, quant à lui,
s'est séparé de Emma et est allé faire la fête toute la nuit dans un bar. Ils ont agi ainsi afin de créer une alibi. Le lendemain, la police est arrivée sur les lieux et a emmené le père et la fille à l'hôpital. La mère de Huizu a complètement perdu la raison en apprenant que sa fille et son mari avaient péri. Heureusement, Huizu avait encore une chance de survivre. Mais son état était critique. Même si elle survivait, elle risquait de rester dans un état végétatif. Son petit ami arriva rapidement sur les lieux. En voyant Huizu gravement blessée et inconsciente, il avait du mal à accepter la réalité. L'officier Park, chargé de l'affaire, avait une longue expérience dans le traitement de ce type d'affaires. Grâce aux empreintes laissées sur les lieux du crime et à la reconstitution de l'accident, il a également pu retrouver l'origine d'un bouton. Et, grâce aux traces de sang et aux empreintes digitales du meurtrier retrouvées sur Huizu, Emma a été arrêtée sans surprise. Cependant, lorsque l'officier Park l'a interrogé, il a refusé d'avouer. La petite amie de Emma est venue témoigner qu'il n'était pas sur les lieux. L'officier Park lui a demandé à quelle heure elle avait vu la voiture, et elle a répondu qu'elle avait vu l'heure sur le compteur. Annie a également été convoquée au poste de police. Elle a répété le mensonge de son frère et déclaré que le collier en diamant avait été volé. L'officier Park a estimé que l'affaire était trop louche pour être classée ainsi. Cependant, le soir même, les pères des deux parties ont pris rendez-vous avec lui. L'un était le fils d'un magnate de la finance, l'autre le fils d'un député. Sous la menace et les promesses, l'officier Park a dû céder. Le lendemain, Emma est libérée. L'affaire est classée comme vol avec accident. Cette affaire fait beaucoup de bruit et attire l'attention d'un certain Paul. La mère de Huizu se rend au commissariat. Furieuse, elle n'accepte pas cette décision, car cette nuit-là, elle a vu de ses propres yeux Emma et Jacques retourner à la villa. La mort de son père et de son fils est forcément liée à eux. Mais seule, elle ne peut rien faire et est expulsée du commissariat. Cette nuit-là, elle se rend directement chez le président du groupe financier pour demander des explications. La scène fut observée par la femme du magnate, qui venait de rentrer chez elle. Elle surprit leur conversation secrète. Il s'avéra que la mère de Huizu avait été violée par le président du groupe. Cela rendit la femme du magnate furieuse. Elle était convaincue que la mère de Huizu avait délibérément approché son mari. Elle donna donc une grosse somme d'argent au chauffeur Wu pour qu'il élimine la mère et la fille Huizu. Le chauffeur Wu promit de s'exécuter. Peu après que la mère de Huizu se soit séparée du président du groupe financier, une voiture arrivant à toute vitesse l'a renversée. Ce n'est que lorsqu'elle a cessé de convulser que le chauffeur Wu a pris la fuite. Le petit ami de Huizu a été à nouveau frappé par le malheur. En l'espace de quelques jours, une famille heureuse a connu un tel bouleversement. Cela a profondément attristé Danny. Mais l'affaire n'était pas terminée. Le chauffeur Wu, sur ordre de la femme du magnate, a profité d'un moment d'inattention pour s'en prendre à Huizu. Ce pervers, voyant que Huizu était plutôt jolie, l'embrasse effrontément et glisse sa main sous les couvertures. Huizu, inconsciente, est incapable de se défendre et ne peut que subir ses agissements. Huizu ne représentant plus aucune menace. Le chauffeur Wu est encore plus effronté. Il raconte comment le fils du magnate et son ami ont simulé un accident de voiture pour se disculper du meurtre de la mère et de la fille, et que sa mère s'était également tuée dans l'accident. Sous le choc, Huizu a bougé la main, au moment où le chauffeur Wu s'apprêtait à l'étrangler. Une infirmière est entrée dans la chambre et l'a empêché de commettre son crime. Le chauffeur Wu s'est précipité pour se lever et a prétendu être un parent éloigné de Huizu. Sous l'insistance de l'infirmière, il a dû partir, mais Huizu avait tout gravé dans sa mémoire. Le chauffeur Wu est ensuite venu faire son rapport. Il a informé le président du conglomérat et le sénateur Bai que Huizu ne représentait plus aucune menace. De toute façon, elle n'en avait plus pour longtemps à vivre. Il n'était donc pas nécessaire de s'en prendre à elle. En entendant cela, non seulement le président du conglomérat et le sénateur Bai, mais même l'officier Park ont poussé un soupir de soulagement. Peu après, Emma a reçu un appel de son père, l'informant que tout était réglé et qu'il n'avait plus à s'inquiéter. Cela a rendu le mère et le fils extrêmement heureux. Depuis l'accident de la famille Huizu, Danny, le petit ami de Huizu, n'arrivait pas à se remettre de son chagrin. Il repensait à tous les moments passés avec Huizu et souffrait le martyre. Il passait ses journées à pleurer et à noyer son chagrin dans l'alcool. Annie saisit cette occasion. Elle profita de l'état second de Danny pour verser discrètement quelque chose dans son verre. Le lendemain, Danny se réveilla complètement abasourdi. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Annie l'appela. Face aux reproches d'Annie, il se sentit encore plus coupable envers Huizu, qui luttait toujours contre la mort. Mais Danny ne savait pas qu'il était tombé dans le piège d'Annie. Annie ne voulait pas que Danny se sente responsable, mais elle voulait qu'il réfléchisse sérieusement. Combien de temps allait-il devoir s'occuper d'une personne paralysée et dans le coma? Cela valait-il la peine de gâcher sa vie? Ces paroles ont quelque peu ébranlé Danny. Le soir, il s'est rendu dans la chambre d'hôpital de Huizu, même s'il se sentait coupable. Il lui a demandé de rompre et lui a annoncé qu'il allait se marier avec Annie. Danny se détestait pour ce qu'il était devenu, mais il n'avait ni la confiance ni le courage nécessaires pour protéger Huizu pour toujours. Trop d'impuissance et de regret le rendaient profondément malheureux. Allongé sur son lit d'hôpital, Huizu pleurait aussi. Cependant, Huizu, qui n'avait ni père ni mère, a accueilli ce jour-là une aide-soignante chaleureuse. Grâce à ses soins attentifs, une année s'est écoulée en un clin d'œil. Ce jour-là, l'aide-soignante a été surprise de voir que Huizu essayait de s'asseoir, mais elle venait tout juste de se réveiller et avait encore du mal. L'aide-soignante, très émue, s'est précipitée pour appeler le médecin, mais Huizu l'a arrêtée. Elle ne devait surtout pas révéler qu'elle s'était réveillée, sinon elle risquait d'être à nouveau victime d'un attentat. Peu après,
Paul, un parent de l'aide-soignante, est arrivé dans la chambre. La première chose que Wisu fit fut de demander où était son enfant. Même si elle ne pouvait pas bouger, elle était déjà consciente. Elle savait que son enfant avait grandi et était né. Paul lui annonça cependant que son enfant était mort à la naissance. Le dernier espoir de Wisu s'évanouit, la laissant désespérée. Mais elle n'eut pas le temps de se lamenter. Tout ce malheur était causé par la famille du magnate. La flamme de la vengeance commença à germer en elle. Le père de Paul avait également été victime de la famille de Magna. S'il s'occupait de Wisu, c'était pour obtenir des preuves des crimes de la famille de Magna. À l'époque, le père de Paul avait bâti un empire commercial avec le président de la famille de Magna. En raison de problèmes financiers, le père de Paul avait fait l'objet d'une enquête. Mais peu de temps après, son corps avait été retrouvé dans le fleuve. La police avait conclu à un suicide. Avant d'être assassiné, le père de Paul avait confié une partie des documents de l'entreprise à sa tante. Ces documents avaient permis de découvrir des indices. Il y avait de nombreux points suspects et Paul était déterminé à découvrir la vérité pour protéger Wisu. Wisu était extrêmement reconnaissante envers la tante de Paul pour avoir pris soin d'elle. Elle leur raconta son terrible passé, et comment elle avait été violée alors qu'elle était dans le coma. En se remémorant ses souvenirs douloureux, Wisu fondit en larmes. Paul et sa tante furent profondément attristés par cette histoire. Ils avaient tous deux une profonde rancune envers la famille du magnate. Ils décidèrent donc de s'allier pour lutter contre la famille du magnate. La nouvelle du réveil de Wisu ne doit pas être divulguée, sinon elle sera persécutée par la famille du magnate. Il faut donc la transférer au plus vite. Mais cette nuit-là, le chauffeur Wu revient. Wisu, qui a déjà repris conscience, ne veut pas être découverte. Face aux attouchements du chauffeur Wu, elle doit réprimer sa colère. Heureusement, la tante de Paul arrive à temps. Voyant ce qui s'est passé, elle avertit le chauffeur Wu que si elle ne part pas immédiatement, elle appellera la police. Après avoir chassé le chauffeur Wu, Wisu a révélé que cet homme était le meurtrier de sa mère, et qu'il l'avait agressé à plusieurs reprises. Paul a compris que tant que Wisu serait en vie, ces gens ne seraient pas en sécurité. Il fallait donc la faire sortir de l'hôpital au plus vite. Sinon cet homme reviendrait certainement. Il a donc décidé avec sa tante d'agir cette nuit-là. Comme prévu, le chauffeur Wu est revenu. En ne voyant pas Wisu, il a complètement paniqué, et a immédiatement prévenu Emma. L'officier Park a également reçu un appel. Il a profité de sa position pour installer un barrage routier. Il a finalement réussi à arrêter la voiture de Paul. La tante a menti en disant qu'elle emmenait Wisu chez des parents éloignés et qu'elle la laissait se débrouiller seule. L'officier Park n'a pas insisté et les a laissés passer. Wisu regardait de loin ce qui avait été sa maison. Tout avait changé, et la beauté d'autrefois avait disparu. Elle transforma sa douleur en force et décida de faire payer ces monstres pour leurs crimes. Le lendemain, grâce aux recherches de l'officier Park, Wisu fut retrouvée. Elle avait effectivement été envoyée chez des parents éloignés. Apparemment, un couple de personnes âgées avait recueilli Wisu. Comme elle n'avait aucune chance de guérir et ne ferait qu'engager des frais médicaux, le couple avait décidé de s'occuper d'elle jusqu'à sa mort. L'officier Park informa immédiatement le président du conglomérat et le sénateur Bay. Les deux hommes, qui avaient eu une frayeur, ont baissé leur garde. Mais Emma et Jacques ne voyaient pas les choses de la même façon. Ils pensaient que tant que Wisu serait en vie, elle resterait une menace. Ils ont donc décidé de la tuer cette nuit-là. Le chauffeur Wu, chargé d'enquêter, a été découvert par Paul. Ce dernier avait tout préparé pour Wisu. Il voulait qu'elle disparaisse à jamais. Dans la nuit, Emma et Jacques se sont rendus au village où se trouvait Wisu. Paul donna une grosse somme d'argent à deux vieillards pour qu'ils s'en aillent. Ils trouvèrent un cadavre dont ils ne savaient pas d'où il venait, et le déposèrent dans la maison qu'ils aspergèrent de kérosène avant de mettre le feu. À ce moment-là, Wisu était animée d'un désir de vengeance plus fort que jamais. Elle retira la bague que son petit ami lui avait offerte et la jeta dans le feu. Wisu n'existait plus. Les flammes attirèrent rapidement les villageois. Lorsqu'Emma et ses compagnons arrivèrent, ils apprirent par les vieillards que Wisu était encore à l'intérieur. Ils se réjouirent en secret. Ce feu était tombé à point nommé. Ils n'auraient pas besoin de lever le petit doigt pour avoir l'esprit tranquille. Mais non loin de là, Wisu les observait. Lors des funérailles de Wisu, Danny pleurait à chaudes larmes. Une camarade de classe lui remit la bague trouvée sur le lieu de l'incendie. Annie ne pouvait accepter que son mari ait encore pensé à elle. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvint pas à lui arracher la bague. Furieuse, Annie s'est retournée et est partie. En regardant la bague dans sa main, Danny ne pouvait s'empêcher de trembler. Il se reprochait de ne pas avoir réussi à protéger Wisu, qui avait ainsi connu un tel destin tragique. Il s'est effondré sur les marches et s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Wisu voyait tout cela, mais elle savait bien que pour se venger, elle devait oublier tout ce qui s'était passé. Devant ses parents, Wisu a promis qu'elle se vengerait, et de faire subir à ceux qui avaient fait du mal à ses parents et à elle-même une expérience encore plus douloureuse. Aujourd'hui, elle voulait lutter contre la famille du magnate et le sénateur Bay. Mais leur pouvoir était bien supérieur au sien. Grâce à Paul, Wisu allait partir étudier à l'étranger. C'est ainsi qu'elle partit, le cœur rempli de rage. Avant de partir, Wisu jura que son retour signerait la fin de ces gens. 7 ans passèrent. Paul réussit à entrer dans le groupe du magnate et devint secrétaire. Emma est revenue de ses études à l'étranger et est venue l'accueillir à l'aéroport. C'est à ce moment-là que Wisu est apparue. Elle avait changé de nom et était revenue en grande pompe pour faire payer un prix terrible à ceux qui avaient fait du mal à ses parents et à elle-même. Emma regardait cette silhouette familière et ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu paniquée. Il n'aurait jamais imaginé que Wisu avait échappé à la mort et qu'elle était revenue pour se venger. Alors que Emma était perplexe,
L'arrivée de sa petite amie Lucie a interrompu ses pensées. Wisu se rend immédiatement chez ses parents pour leur annoncer son retour. Elle commence alors à se renseigner sur ses ennemis. Elle attend avec impatience de voir leur réaction lorsqu'ils la verront. En 7 ans, Paul a gagné la confiance du président Zhang. Le sénateur Bei est surveillé par un camarade de classe de Paul. Sa tante travaille depuis 4 ans dans le bar où le président Zhang a ses habitudes. Jacques est également surveillé par des personnes placées par Paul. Même la nounou de la famille du président Zhang avait été placée là il y a 5 ans. Tous ces gens avaient plus ou moins des comptes à régler avec eux. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment. Wisu allait passer à l'action pour mener à bien son plan de vengeance. Elle devait d'abord convaincre ces gens qu'elle était une autre personne. Ce soir-là, Emma emmena Lucie au bar. Sa tante informa Wisu de la présence de Lucie. Sans se cacher, elle jeta un coup d'œil dans sa direction. Emma croise accidentellement son regard. Ce regard perçant et ce visage familier font instantanément disparaître son sourire. Wisu, voyant qu'elle a atteint son but, se retourne et s'en va. Emma se précipite à sa poursuite. Il demande à sa tante qui est cette femme. Sa tante lui répond qu'il s'agit de Jenny, une jeune fille riche qui vient de rentrer du pays. Emma a du mal à croire qu'il existe deux personnes qui se ressemblent autant. Il demande immédiatement à l'officier Park de rechercher l'identité de Jenny. Les informations indiquaient que Jenny avait été adoptée à l'étranger à l'âge de 2 ans. Elle était diplômée d'une grande école et était la filleule d'un magnate de l'hôtellerie. Tout prouvait que cette femme appelée Jenny ne pouvait pas être Wisu. Mais ces informations ne dissipèrent pas les doutes de Emma. Tout cela était sous le contrôle de Wisu. Elle trouva ensuite le président Yan. Il s'agissait de la mère de la petite amie de Emma. Comme Wisu avait aidé le président Yan à l'étranger, celui-ci apprit qu'elle allait rester quelque temps dans le pays. La présidente Yan l'a donc chaleureusement invitée à séjourner chez elle. Le soir, Wisu s'est rendue chez la présidente Yan. Lorsque Lucie l'a vue, elle s'est immédiatement souvenue de Wisu, décédée depuis longtemps. Si sa mère ne lui avait pas dit qu'elle avait grandi à l'étranger, elle n'aurait jamais cru qu'elle n'était pas la même personne. Wisu s'était approchée de la présidente Yan dans le but de se faire remarquer par une famille de magnats. Comme prévu, le lendemain, elle a présenté Wisu au président Zhang. Lorsque le président Zhang a vu Wisu, il a également été surpris. Il a fait semblant de rien et lui a posé des questions sur son passé. Mais son attitude et son élocution avaient changé. De plus, Wisu était une actrice. Elle ne pouvait pas se permettre de commettre la moindre erreur. Grâce aux présentations du président Yan, le président Zhang a rapidement dissipé ses soupçons. Il semblait que Wisu avait un passé extraordinaire à l'étranger. De retour chez lui, le président Zhang a recommandé à son fils de ne pas laisser passer cette femme. Cela permettrait à son entreprise de pénétrer rapidement le marché étranger. Sur les instructions de Emma, l'officier Park suivit Wisu pour confirmer son identité. Mais Wisu s'en était déjà aperçu, même lorsque l'officier Park l'appela par son nom derrière elle. Elle ne réagit pas. Face à l'officier qui avait autrefois protégé la famille du magnate, Wisu resta calme et impassible. La haine qu'il habitait depuis 7 ans avait fait d'elle une femme forte. Et cette épreuve n'était rien pour elle. Le soir même, l'officier Park vint faire son rapport. À part leur ressemblance physique, les deux personnes n'avaient rien en commun. En entendant cela, Emma baissa enfin sa garde. Pour Wisu, son ancien petit ami était un nœud dans son cœur qu'elle n'arrivait pas à dénouer. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Danny. À ce moment-là, il accompagnait sa fille au supermarché. Cela rappela à Wisu son enfant mort-né. La rancœur dans son cœur s'intensifia. Si Danny ne l'avait pas abandonné, son enfant ne serait jamais mort. Aujourd'hui, 2 choix s'offraient à elle. Il était impossible de tout abandonner. Il ne lui restait plus qu'à détruire complètement cet homme. La vengeance était sale et avait un prix. Mais Wisu était prête. Car ces gens ne méritaient pas le pardon. Son plan se déroulait étape par étape. Elle apprenait les habitudes de ses ennemis afin de se rapprocher d'eux. Wisu doit connaître les habitudes de chacun. Lucie lui apprend que plusieurs personnes ont prévu d'aller faire du cheval le week-end. Face à cette invitation, Wisu ne va bien sûr pas laisser passer cette occasion. Elle demande à Paul d'empêcher Lucie de se rendre au centre équestre le week-end. Elle pourra ainsi créer une occasion de se retrouver seule avec Emma. Comme prévu, Lucie a un empêchement de dernière minute. Quelqu'un a fait une blague en plaçant une bombe fumigène dans l'entreprise, ce qui a déclenché l'alarme incendie. Elle a spécialement demandé à Emma de prendre soin de son amie. Avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase, Wisu est apparue. Elle a délibérément demandé qui était le petit ami de Lucie. Dès qu'il l'a vue, Emma a eu le souffle coupé. Il a été instantanément séduit par la beauté et le charisme de Wisu. Il avait depuis longtemps oublié que cette femme ressemblait à celle qu'il avait agressée autrefois. Après tout, il avait déjà découvert l'identité de cette femme. À présent, Emma n'avait plus qu'une idée en tête, comment la conquérir. Face à la main amicale que Wisu lui tendait, Emma la serra généreusement. Mais il ne savait pas qu'il était déjà tombé dans le piège. Wisu voulait qu'il tombe amoureux d'elle. Elle comptait ensuite utiliser cet amour pour lui faire payer le prix fort. Le charme de cette femme mûre fascinait profondément Emma. À ce moment-là, il avait déjà complètement oublié sa petite amie Lucie. Profitant d'un moment où Emma était au téléphone, Wisu courut devant lui. Lorsqu'Emma la rattrapa, elle s'effondra sur le sol en faisant semblant de s'être tordu la cheville et d'avoir très mal. Emma était très inquiet et sentit qu'il avait saisi sa chance. Il prit Wisu dans ses bras et la porta. De retour à l'hôtel, Emma massait Wisu avec tendresse. En voyant Wisu si vulnérable, Emma aurait voulu la serrer dans ses bras et la couvrir d'attention. Wisu était dégoûtée. Mais pour mener à bien son plan, elle devait tout endurer et lui sourire. Après le repas, Lucie arriva. Apprenant que Wisu s'était tordu la cheville,
Elle reprocha à Emma d'avoir été trop maladroit. Wisu lui lança un regard significatif. Après avoir remercié Emma, elle quitta les lieux, aidée par son assistant. Une fois hors de vue, Wisu cessa de faire semblant et partit d'un pas léger. Emma était impatient de revoir Wisu, mais les mauvaises actions qu'il avait commises le rendaient méfiant. Il décida donc de demander à Jacques de vérifier. Le lendemain, Wisu est convoquée à l'entreprise. Dès qu'elle aperçoit Jacques, elle se souvient instantanément de ce souvenir douloureux. Wisu ne laisse rien paraître, mais à l'intérieur, c'est le chaos total. Elle s'efforce de rester calme pour dîner avec son ennemi. Grâce à sa grande force de caractère, Wisu ne laisse rien transparaître malgré les nombreuses tentatives de Jacques. Cela dissipe les soupçons de Jacques. Après avoir accompagné Wisu, il appelle Emma pour lui dire que la femme qui se trouve devant lui n'est pas Wisu. Il a également conseillé à Emma de ne pas se tourmenter pour ce petit sentiment de culpabilité. Emma n'avait désormais plus aucun souci à se faire. Mais Annie n'était pas aussi facile à convaincre. Grâce à Lucie, Wisu a pu la rencontrer. Elles avaient participé ensemble à un concours de théâtre et se connaissaient donc très bien, même si la personne devant elle était complètement différente de Wisu et avait également été adoptée à l'étranger. Elle ne croyait pas qu'il puisse exister deux personnes identiques dans le monde. Annie fait semblant d'accepter, mais elle est déterminée à révéler la véritable identité de Wisu. Wisu en est bien conscient. À présent, tout le monde a plus ou moins accepté sa nouvelle identité. Wisu va maintenant passer à l'action pour se venger. Elle va d'abord s'occuper du chauffeur Wu. L'objectif final de Paul est de le faire emprunter le chemin de la prison. Mais Wisu trouve que c'est trop peu. La douleur gravée dans son cœur est indélébile. Et la haine qu'elle éprouve envers celui qui a tué sa mère la fait suffoquer à chaque fois qu'elle y repense. Elle est déterminée à faire payer le chauffeur Wu au prix fort et à le laisser mourir dans la peur, sachant que son adversaire est un joueur invétéré. Wisu lui tend un piège. Le chauffeur Wu, qui n'a pas d'argent, va forcément détourner des fonds publics pour jouer. Le président Zhang ne le laissera jamais s'en tirer comme ça. Et le chauffeur Wu, qui a des informations compromettantes sur le magnate, ne va certainement pas abandonner. Sous la coupe de Wisu, le chauffeur Wu perd tout, après avoir été battu sans pitié par ses créanciers. Ceux-ci le menacent de le faire disparaître s'il ne rembourse pas sa dette dans les 3 jours. Le chauffeur Wu, désespéré, n'avait d'autre choix que de demander de l'aide. Il a menacé la femme du magnate de tout révéler si elle ne remboursait pas ses dettes de jeu. La femme du magnate était furieuse, mais elle ne pouvait rien faire, car le chauffeur Wu avait un moyen de pression. Elle n'avait donc d'autre choix que de cacher la vérité au président et de lui donner l'argent. Au fil des ans, elle avait déjà donné beaucoup d'argent au chauffeur Wu. La femme du magnate a dit que ce serait la dernière fois. Wisu a décidé de mettre l'affaire du chauffeur Wu en suspens pour le moment. Le lendemain, Wisu, maquillée et bien habillée, vint séduire Emma. Elle lui proposa de trouver un endroit tranquille pour discuter. Emma était tellement excitée qu'il ne savait plus où donner de la tête. Il pensa à la villa en banlieue. Il emmena alors Wisu à cet endroit. 7 ans après, il revoyait cet endroit qui lui avait causé tant de souffrance. Wisu se souvint de ces moments douloureux et ne put se calmer. Elle dissimula sa haine et séduisit Emma. Emma, grisée par l'alcool, s'assit à côté d'elle et la complimenta sur son apparence irréprochable. Wisu lui répondit de manière encore plus suggestive. L'ambiance était parfaite et Emma se rapprocha peu à peu. Mais Wisu savait exactement comment le rendre impatient. Profitant d'un moment d'inattention de Emma, elle versa discrètement quelque chose dans son verre. En un clin d'œil, Emma s'endormit sur le canapé. Wisu marcha dans la villa vide. Elle semblait revivre la scène du meurtre de son père. C'est là que la tragédie a commencé. Wisu allait également commencer sa vengeance à partir de là. Un jour, elle détruirait tout ce qui appartenait à ces gens. Emma pensait qu'il avait trop bu. Il appela Wisu dans la nuit pour s'excuser, et lui donna rendez-vous le lendemain à l'entreprise pour déjeuner. Cependant, avant d'arriver, Wisu invita Jacques à déjeuner. Emma, qui était profondément amoureux, ne put s'empêcher de la serrer dans ses bras lorsqu'il la vit. Wisu le repousse en prétextant qu'il a une petite amie, et qu'elle est amie avec Lucie. Donc il ne devrait pas se comporter ainsi. Aucune femme n'avait jamais refusé ce fils de magnate. Et Emma veut encore plus Wisu. Quand il apprend que Wisu va déjeuner avec Jacques, il est très contrarié. Au moment de partir, il tombe sur le chauffeur Wu. Wisu fait comme de rien, mais le chauffeur Wu est stupéfait. Avant, il avait juste vu une photo et trouvé qu'elle lui ressemblait. Maintenant qu'il la voit en vrai, le chauffeur Wu est sûr qu'elle n'est pas génie, mais bien Wisu. Pendant que Wisu déjeune avec Jacques, le chauffeur Wu les observe discrètement. Mais Annie arrive en colère. En fait, elle avait aussi rendez-vous avec Jacques pour déjeuner. Mais Jacques l'a rejeté à cause de Wisu. Wisu ne lui a fait aucun cadeau. Son rendez-vous avec Jacques était tout à fait normal. Annie, qui était une femme mariée, risquait de causer des malentendus inutiles. Ses paroles ont laissé Annie sans voix et elle est partie. Penaude. Le soir, Emma a de nouveau donné rendez-vous à Wisu. C'est alors que Jacques a appelé. En apprenant qu'il était avec Wisu, Jacques était très mécontent. Il a fait semblant de se soucier de Emma et lui a demandé de ne pas trahir Lucie. Emma n'en avait rien à faire. Wisu renversa délibérément son verre sur ses vêtements. Emma se précipita pour l'aider à aller se changer dans les toilettes. Le chauffeur Wu observa toute la scène. Lucie appela à ce moment-là. Sa tante répondit et leur dit délibérément qu'ils étaient au bar. Lucie, furieuse, se précipita sur les lieux. Pendant que le chauffeur Wu ne regardait pas, la tante versa quelque chose dans le verre de Emma. Lorsque Lucie arriva, elle vit les deux amants en train de s'embrasser. Elle prend un verre rempli de glaçons et le renverse sur la tête de Emma. Wisu se lève pour s'expliquer. Lucie, furieuse,
se jette sur elle. Elle considérait Huizu comme une bonne amie. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle était capable de cela. Emma, voyant sa bien-aimée se faire frapper, tire sa petite amie hors du bar. Huizu se sent coupable envers Lucie. Mais elle n'a pas d'autre choix que d'agir ainsi. Mais ce n'est pas une mauvaise chose pour Lucie. Même si elle restait avec Emma, elle n'aurait jamais été heureuse. Peu après leur départ, le chauffeur Wu est arrivé en titubant. Dans un état second, il a désigné Huizu. Huizu n'a pas caché les actes ignobles qu'elle avait commis. Sous les insultes de Huizu, le chauffeur Wu s'est effondré. Le lendemain, il s'est réveillé à son bureau. Au même moment, Emma a reçu un appel anonyme, qui lui a révélé que le chauffeur Wu avait extorqué de l'argent à sa mère pour payer ses dettes de jeu. Emma était fou de rage et l'a immédiatement fait venir. Sans un mot, il l'a roué de coups, alors que le chauffeur Wu était traîné dehors. Il est tombé sur Huizu. Elle a appelé plusieurs personnes et leur a demandé s'ils avaient déjà vu le chauffeur Wu. Jin Siji, qui savait tenir sa place, voulait vivre quelques jours de plus et n'a pas osé se faire reconnaître. Mais ses jours étaient comptés. Huizu se rend ensuite dans le bureau de Emma et lui demande délibérément ce qu'il ressent pour elle. Mais contraint par son mariage avec sa petite amie, Emma est partagée. Huizu profite de cette situation pour demander à Jacques, qui est célibataire, de sortir avec elle. Cela rend Emma très furieux. Il est rongé par la jalousie et se met à tout casser. Huizu contacte ensuite Jacques et ils conviennent de dîner ensemble le soir même. Emma appelle alors Jacques. Face à son invitation, Jacques a directement refusé, à cause d'une femme. Deux bons amis sont devenus méfiants l'un envers l'autre. Celui qui était en position de faiblesse était naturellement déséquilibré. Depuis l'apparition de Huizu, Jacques ne s'intéressait même plus à Annie, dont il était secrètement amoureux. Il lui a même demandé de ne plus se moquer de lui, car après tout, elle était déjà mariée. Annie a eu du mal à accepter ce revirement soudain. Plus Emma y pensait, plus il était en colère. Il a directement quitté une réunion importante pour empêcher Huizu et Jacques de se voir. Huizu n'aurait jamais imaginé rencontrer son ancien petit ami ici. Elle était très émue de le revoir. Avant même que Huizu n'ait le temps de dire un mot, Emma s'est empressée d'expliquer qu'elle était Jenny, qui venait de rentrer du voyage. Après s'être présentée, ils sont partis. Mais Danny savait bien que c'était Huizu. Jacques était furieux d'apprendre que c'était Emma qui avait gâché son rendez-vous. Emma a emmené Huizu au bord de la mer. Il était déterminé à sortir avec elle. Cela a sans aucun doute blessé Lucie. Mais Huizu ne se sentait pas coupable. Elle voulait que Lucie comprenne quel genre de personne était Emma. Mais Lucie ne comprenait pas et ne voulait rien entendre. Huizu, désespérée, a décidé de déménager. Avant de partir, elle a remercié le président Yin pour son aide. Huizu avait du mal à accepter que cette famille innocente soit impliquée dans cette histoire. Le président Yin connaissait bien le caractère de sa fille. Elle espérait également que Huizu ne ferait pas de mal à sa fille. Ce soir-là, Emma avoua à Jacques qu'il était tombé amoureux de Jenny. Les deux hommes se déclarèrent alors officiellement la guerre. Le plan de Huizu inquiétait Paul. Il craignait qu'elle ne tombe vraiment amoureuse et qu'il lui soit alors difficile de s'en sortir. Mais comment Huizu aurait-elle pu aimer un homme avec lequel elle avait un compte à régler ? Elle passa d'innombrables nuits à pleurer en serrant les photos de ses parents dans ses bras. Tout cela à cause de cet homme. Elle ne vit que pour se venger. Rien ne pourra changer cela. Paul se sent honteux de l'avoir méconnu. Il ne peut que présenter ses excuses à Huizu, qui est bouleversé. Après avoir quitté la maison de la présidente Yin, Huizu emménage chez Paul. Sa famille est très accueillante, ce qui apporte un peu de chaleur à Huizu dans sa quête de vengeance. Le lendemain, Danny vient la voir. Personne ne connaît Huizu mieux que lui, même si Huizu nie encore et encore. Danny a déjà la réponse dans son cœur. Huizu tend la main pour se présenter sous une nouvelle identité. Quand elle voit que Danny porte toujours la bague qui les lie, elle retient ses larmes et fait semblant de rien. Mais le chauffeur Wu a tout entendu. Danny, honteux, s'en va sans un mot. Il ne se pardonne pas d'avoir abandonné Huizu sur son lit de mort. Même aujourd'hui, il ne se pardonne pas. Et même si Huizu était bouleversée, elle ne se laisserait plus jamais émouvoir. Le chauffeur Wu, qui avait entendu la conversation, ne pouvait s'empêcher de douter de l'identité de Huizu. Ce soir-là, Huizu se rendit à une fête. Mais cette fête faillit lui être fatale. À part le président Yin et Lucie, tous les autres invités avaient une haine profonde et irréconciliable à son égard. Alors que Huizu était en difficulté. Heureusement, le fils de sa tante l'appela pour lui dire de rentrer vite pour le dîner. Il lui dit que sa grand-mère a préparé un bon repas. Huizu profite de cette excuse pour partir. Emma croit à tort que ses parents ont parlé du mariage de Huizu et Lucie, ce qui a rendu Huizu très triste. Il veut la suivre, mais Lucie l'en empêche. Elle le prévient que s'il la suit, leur relation sera terminée. Mais Emma s'en moque. À ce moment-là, il n'a que Huizu en tête. Même si ses parents l'en empêchent, il insiste pour la suivre. Emma a attrapé Huizu par le bras, en espérant qu'elle comprenne ce que son geste signifiait. Mais Huizu a déclaré qu'elle ne participerait plus jamais à ce genre de réception. En entendant cela, Emma l'a prise dans ses bras. Huizu, dégoûté, a voulu le repousser. Paul, qui attendait à côté, a voulu intervenir. Mais il s'est ravisé et s'est retenu. À ce moment-là, Lucie s'est approchée. Huizu en a profité pour repousser Emma et s'est enfui. Emma a voulu la suivre. Mais il a été retenu. Huizu avait vraiment peur de ne pas pouvoir se contrôler et de perdre la raison. Paul comprenait la souffrance qu'elle endurait. Il ne s'était pas attendu à une telle scène aujourd'hui. Heureusement, grâce à la gentillesse de la famille Paul, Huizu s'était calmé. Emma avoua à son père qu'il était amoureux de Jenny. Le président Zhang, pensant au bien de l'entreprise,
lui demanda de se calmer. Une personne prise dans un tourbillon amoureux et manquant de courage. Comment pourrait-elle être confiée à une telle personne? Le président Zhang ne s'est pas prononcé clairement, mais il a demandé à Paul de surveiller les deux jeunes gens et de lui rapporter le moindre mouvement. Il ne pouvait pas laisser Emma nuire au développement de l'entreprise. Paul a immédiatement rapporté cette demande à Emma. Emma s'est demandé pourquoi le bras droit de son père lui révélait cela. Paul lui a répondu que c'était parce qu'il était l'héritier de l'entreprise. Cette phrase a immédiatement dissipé les inquiétudes de Emma. C'est ainsi que Paul a réussi à gagner la confiance de Emma. Emma ne voulait pas perdre son droit d'héritier. Mais il ne pouvait pas non plus renoncer à Huizu. Il a donc proposé à Huizu de se fréquenter en secret. Tout cela faisait partie du plan de Huizu. Elle a accepté, mais à condition d'avoir un endroit où se retrouver régulièrement. Emma s'est alors souvenu de la villa en banlieue. Il a appelé le gardien, et lui a demandé de ne pas empêcher Huizu d'entrer et de ne rien dire à son père. Cela convenait parfaitement à Huizu. Mais le chauffeur Wu, pour vérifier l'identité de Huizu, vint se mettre en danger. Il mentionna délibérément son comportement obscène pour provoquer Huizu. Mais Huizu était prête à faire en sorte que le chauffeur Wu ne voie plus le soleil du lendemain. Les deux se rendirent ensuite sur le toit. Huizu révéla son identité sans rien cacher. Le chauffeur Wu lui proposa 500 millions de wons. S'il acceptait, il garderait le secret sur son identité. Huizu accepta volontiers et lui dit de venir chercher l'argent le lendemain dans la villa de campagne de la famille du magnate. Le meurtrier qui avait renversé sa mère et abusé d'elle était juste devant elle. Huizu voulait le tuer sur le champ, mais Paul s'y opposa. Lui aussi voulait venger son père. L'enquête sur la mort de son père allait bientôt aboutir. Huizu était trop impatiente et risquait de tout gâcher. Mais c'était demain le jour anniversaire de la mort de sa mère. Si elle attendait plus longtemps, Huizu craignait de ne pas tenir le coup. Elle doit se débarrasser du chauffeur Wu pour que sa mère puisse reposer en paix. Paul comprend la douleur de Huizu et accepte tacitement. Le lendemain, Huizu attend tôt. Le chauffeur Wu arrive tout excité pour prendre l'argent. Il ne sait pas encore quelle punition l'attend. En voyant l'argent, les yeux du chauffeur Wu brillent et il est impatient de le prendre. Mais Huizu a une condition, il doit raconter tout ce qui s'est passé ici il y a 7 ans. Ce n'est pas un secret pour Huizu, afin de récupérer l'argent et partir au plus vite. Le chauffeur Wu raconte tout sans se méfier. Il décrit l'événement de manière très vivante. Cela rappelle à Huizu cette expérience douloureuse. Tous ces crimes ont été étouffés par l'officier Park. Huizu apprend également que la mort de sa mère a été ordonnée par la femme d'un magnate. Même Annie a aidé son frère à faire un faux témoignage. Lorsque Huizu lui demande ce qu'il a fait dans la chambre d'hôpital, le chauffeur Wu a alors réalisé que Huizu savait tout. Elle avait simplement fait croire à tout le monde qu'elle était dans le coma. Sa tante, qui était dehors pour assurer la surveillance, a vu Emma arriver à la villa. Elle a immédiatement envoyé un message à Huizu. Huizu a alors délibérément provoqué le chauffeur Wu et lui a donné une gifle. Le chauffeur Wu avait des intentions inappropriées envers Huizu et a décidé de ne pas laisser passer cette occasion. Après s'être dégagé, Huizu l'a repoussé. Le chauffeur Wu ne s'est pas précipité pour la rattraper. Il a d'abord pris l'argent et a commencé à fouiller sans se presser. Huizu s'est caché derrière la porte pour l'attaquer par surprise. Mais elle a été découverte. Le chauffeur Wu l'a poussé sur le canapé. Tout se déroulait comme prévu. Mais il y a toujours des imprévus. À ce moment-là, Emma n'était pas encore arrivée. Le chauffeur Wu, qui était pervers, a voulu essayer quelque chose de différent. C'est à ce moment critique que Paul est intervenu pour sauver Huizu. Il a donné une bonne leçon au chauffeur Wu. L'arrivée de Paul inquiète beaucoup Huizu. S'il révèle son identité, ses temps d'effort seront réduits à néant. Mais voyant Huizu en difficulté, il ne peut pas rester les bras croisés. C'est alors que la voix de Emma se fait entendre. Paul se lève précipitamment pour se cacher. Huizu défait ses vêtements et se met à crier. Le chauffeur Wu est stupéfait. Emma, alertée par le bruit, arrive immédiatement, voyant que la situation tourne mal. Le chauffeur Wu s'enfuit précipitamment, mais il fut arrêté dès qu'il sortit. Emma lui demanda ce qu'il faisait. En se retournant, il aperçut Huizu, qui était en désordre. Le visage de Emma changea instantanément. Le chauffeur Wu ne savait pas comment expliquer la situation et s'enfuit. Emma ne pouvait tolérer que la femme qu'il aimait soit maltraitée. Huizu avait atteint son objectif. Emma poursuivit le chauffeur Wu jusqu'au toit, ne lui laissant aucune chance de s'expliquer. C'est ainsi que Huizu se débarrassa du chauffeur Wu grâce à Emma. Elle avait attendu ce moment pendant 7 ans. Le conducteur Wu, cupide, a payé le prix fort. Lorsqu'Emma a repris ses esprits, il a immédiatement contacté son ami procureur. Jacques lui a donné un conseil, tant que le conducteur Wu avait l'arme, il pouvait invoquer la légitime défense. Emma a compris ce qu'il voulait dire. Il a suivi ses instructions, a effacé les empreintes digitales sur le club de golf et l'a placé dans les mains du conducteur Wu. Il a ensuite appelé la police en disant qu'il y avait un cambrioleur chez lui. Huizu a fait semblant d'être effrayé et s'est blotti contre lui. Emma a immédiatement senti que tout cela en valait la peine. Il s'est rendu au poste de police pour faire une déposition. Grâce à l'intervention de l'officier Park, il a été établi qu'il s'agissait de légitime défense. Mais Emma était inquiet, car le chauffeur Wu était toujours en réanimation à l'hôpital. Le soir, Huizu s'est rendu à l'hôpital. À ce moment-là, il était exactement comme lui autrefois. Huizu lui a également révélé tout son plan. Il pouvait désormais se débarrasser du chauffeur Wu à tout moment. Mais Huizu ne voulait pas se salir les mains. Elle voulait que ces gens s'entretuent dans des intrigues. Le chauffeur Wu allait devoir affronter la peur de la mort. Comme prévu,
Emma était incapable de dormir. Si le chauffeur Wu se réveillait, il révélerait ses crimes passés. L'officier Park lui avait dit que le chauffeur Wu avait menacé de tout révéler pour se protéger. S'il lui arrivait quelque chose, ses amis rendraient toutes les preuves publiques. Dans ce cas, le président Zhang et toute la famille du sénateur Bai seraient perdus. Emma demande donc immédiatement à l'officier Park d'enquêter pour trouver l'ami fiable du chauffeur Wu. Mais le lendemain, Emma reçoit un colis. Jacques en reçoit un également. Il contient les preuves laissées par le chauffeur Wu. Il y a 7 ans, il avait menacé Emma et Jacques, et leur avait extorqué une grosse somme d'argent. Mais pour se protéger au cas où il aurait des ennuis, le chauffeur Wu avait enregistré cette conversation. Emma ne savait pas quoi faire. En effet, d'après l'enquête de l'officier Park, le chauffeur Wu n'avait pratiquement pas d'amis, et l'enregistrement n'avait pas été trouvé chez lui. Alors, qui avait envoyé cet enregistrement? Jacques était également très inquiet. Si cet enregistrement était rendu public, non seulement il perdrait son poste de procureur, mais il irait également en prison. Il s'avère que l'enregistrement envoyé anonymement aux 2 hommes est l'œuvre de Paul. Il a devancé l'officier Park et a trouvé l'enregistrement que détenait le chauffeur Wu, afin d'aider Wisu à mener à bien son plan de vengeance. Paul a envoyé l'enregistrement à Jacques et Emma. Les 2 hommes allaient certainement dissimuler la vérité pour se protéger. Ainsi, le chauffeur Wu serait condamné à mort. Comme prévu, Emma se rendit rapidement à l'hôpital. Vu l'état dans lequel se trouve le chauffeur Wu, il est impossible qu'il puisse lui remettre l'enregistrement. Emma se creuse la tête et souffre le martyre. En sortant de la chambre, il ordonne à l'officier Park de faire disparaître le chauffeur Wu au plus vite. Cette nuit-là, une main se tend. Le chauffeur Wu n'aurait jamais imaginé qu'il finirait par mourir de la main de ses propres hommes. Mais les 2 hommes se demandent toujours qui leur a envoyé l'enregistrement. Ils doivent trouver cette personne au plus vite. La première étape du plan de vengeance s'est parfaitement déroulée. Wisu va maintenant devoir faire face à une nouvelle épreuve. Seule une intrusion chez Emma lui permettra de rassembler toutes les preuves de leur crime. Wisu remercie donc Emma pour son retour héroïque et accepte sa demande en mariage. Paul est très inquiet pour elle. Épouser son ennemi, c'est sans aucun doute se condamner à l'enfer. Il ne veut pas que Wisu franchisse le point de non-retour. Mais pour se venger, Wisu est prête à tout sacrifier. Paul veut seulement laver l'innocence de son père et il a encore des espoirs pour l'avenir. Mais Wisu est complètement différente. Elle n'a que la vengeance en tête. Elle doit détruire ces gens une fois pour toutes. Sous les séductions incessantes de Wisu, Emma l'emmène chez lui. Mais le président Yan est également présent. Le président Yan, qui veut récupérer le petit ami de sa fille, ne fait plus bonne figure à Wisu. Elle s'allie à la mère de Emma et se moque d'elle, ce qui met Emma dans une colère noire. Face aux reproches de sa mère, il déclare qu'il n'épousera que Wisu. Il dit au président Yan qu'il n'aime pas Lucie. La seule personne qu'il veut épouser, c'est Wisu. Cette décision surprend tout le monde. Emma emmène alors Wisu et part. À ce moment-là, Paul arrive au parquet. Il s'apprête à remettre les preuves qu'il a rassemblées pendant des années à un procureur en qui il a confiance. Mais Jacques, qui est également procureur, reçoit rapidement un message. En un clin d'œil, le sénateur Bai a informé le président Zhang de se préparer, car le lendemain matin, le parquet allait mener une enquête. Le président Zhang s'est immédiatement mis à détruire les documents fiscaux. En même temps, ils ont réalisé qu'il y avait une taupe parmi eux. Jacques a délibérément laissé un document sur la table. Le camarade de classe de Paul est tombé dans le piège. Il a pris une photo du document en cachette. Mais Jacques l'a vu. Il a immédiatement informé son père. Le soir même, le camarade de classe de Paul a été éliminé. Heureusement, aucune information concernant Paul n'a été trouvée chez lui. Mais le président Zhang a déjà chargé quelqu'un d'enquêter secrètement en interne. L'identité du fils de Paul sera donc bientôt découverte. Cette négligence a également fait prendre conscience à Paul du danger qui le guettait. Emma a également commencé à soupçonner Paul et à enquêter sur lui. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Emma a alors appris que Paul était apparenté à la chanteuse de l'hôtel. Son père avait été victime d'un complot pour des questions de fonds secrets. Paul s'était sans doute infiltré dans l'entreprise pour venger son père. Paul savait qu'il était surveillé et craignait pour sa vie. Il a donc remis la clé USB contenant les preuves contre le président Zhang à Wisu. Comme prévu, il a été arrêté par les hommes de Emma et roué de coups. S'il voulait venger son père, il devait disparaître à jamais. Paul a révélé son identité et a déclaré qu'il ne laisserait pas son père mourir en vain. Craignant de mettre Wisu en danger, il lui a proposé de ne plus se voir. Wisu lui dit de ne pas trop se blâmer et lui promet de l'aider à découvrir la vérité. Le lendemain, Wisu se rend en grande pompe chez Emma. Cela surprend beaucoup la mère et la fille. Comme Wisu est soutenu par ses parents adoptifs, la femme du magnate ne peut pas vraiment s'y opposer. Tant que cela aide la carrière de son fils, il n'y a rien de mal à ce qu'ils soient ensemble. Assise à une table remplie d'ennemis, Wisu est en proie à une tempête intérieure. Mais Annie la déteste. Après tout, elle a elle-même participé à la persécution de Wisu. Elle a même manigancé pour lui voler son petit ami. Elle demande à sa mère d'empêcher les 2 jeunes gens de se fréquenter. La femme du magnate n'a d'autre choix que de respecter la décision de son fils. Mais le président Yan n'est pas du genre à se laisser faire. Il ne peut pas laisser sa fille souffrir sans réagir. Il donne 2 options à la femme du magnate. Soit Emma revient sur sa décision et supplie Lucie de lui pardonner, soit mettre fin à la collaboration entre les 2 entreprises. La dame était désemparée et ne savait que faire. Le président Yan a proposé une collaboration à Paul. Elle ne pouvait pas accepter que Emma ait fait du mal à sa fille. Elle voulait que Paul vienne travailler dans son entreprise pour lutter contre la famille Emma. Le plan de vengeance de Wisu se déroulait comme prévu.
Mais voir son ennemi en liberté, et penser à la mort atroce de ses parents la rendait folle de douleur. Paul ne voulait pas la voir vivre dans une telle souffrance. Il a convaincu Wisu de ne pas gâcher sa vie pour se venger. Wisu rêvait d'une vie meilleure. Mais elle ne pouvait pas oublier le sang versé et a refusé la déclaration d'amour de Paul. Cependant, les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. La société de ses parents adoptifs a fait faillite du jour au lendemain. Wisu a été bouleversée par cette nouvelle. Sans le soutien de ses parents adoptifs, comment pouvait-elle lutter contre une famille puissante et influente? Tous ses plans de vengeance allaient être réduits à néant. Le président Zhang fut également bouleversé par cette nouvelle. La faillite de la société des parents adoptifs de Wisu signifiait la fin de la coopération entre les deux familles. Il reprocha à sa femme d'avoir choisi Wisu et d'avoir abandonné le président Yang. Il fallait maintenant rétablir les relations avec le président Yang, afin de protéger les intérêts de la société familiale. Pour l'avenir de son fils, la femme du président Zhang dut s'humilier devant le président Yang. Elle espérait que les deux enfants se marient le plus rapidement possible. Pour le bonheur de sa fille, le président Yang accepta. Wisu, qui n'avait plus aucune utilité, n'était plus considérée par sa femme. Après avoir été raillée par sa mère et sa sœur, elle fut chassée sans ménagement. Mais Emma, aveuglée par son amour, ne pouvait abandonner Wisu. Il ignorait la véritable raison de la tristesse de Wisu. Il lui promit de ne jamais l'abandonner et de la protéger toute sa vie. Pour cela, Emma décida de se marier en secret et demanda à Jacques d'être leur témoin. Jacques est quelque peu déçu d'apprendre cette nouvelle. Épouser Emma ne faisait pas partie des plans de Wisu. Mais compte tenu de ce qui lui est arrivé, si elle veut se venger, elle doit faire un choix difficile. Finalement, Wisu choisit d'épouser son ennemi. Ce n'est pas un mariage par amour, mais un mariage qui les mènera sur le chemin de la destruction, dans le but de se venger. Et leur mariage ne fait pas qu'une seule victime. Lucie a beaucoup de mal à accepter la photo du mariage. Elle en veut à Wisu de lui avoir volé son petit ami. Danny est également très triste d'apprendre la nouvelle. Même si Wisu ne reconnaît pas son identité, il a déjà sa réponse. En repensant à son passé avec Wisu, Danny ne parvient pas à trouver la paix. Paul ne comprend pas non plus le choix de Wisu. Annie, quant à elle, n'hésite pas à gifler Wisu. Elle lui dit sans ménagement que même si elle se marie, elle ne lui rendra pas la vie facile. Mais Wisu ne se fâche pas et lui répond qu'elle la mettra à la porte de chez elle d'ici peu. En entendant cela, Annie est folle de rage. Elle attrape Wisu par les cheveux. Et cette scène fut découverte à temps par Emma. Pour protéger sa femme, il tira directement sa sœur hors de la pièce. Les parents de Emma allèrent même jusqu'à feindre d'être malades pour empêcher les deux jeunes gens d'être ensemble. Mais Emma ne se laissa pas intimider et ne souhaitait qu'obtenir leur bénédiction. Face aux reproches de la dame, Wisu appela directement sa mère pour lui demander pardon. La dame était folle de rage. Wisu n'avait désormais plus aucune utilité à ses yeux. Elle ne pouvait donc pas lui accorder le moindre regard. Même humiliée, Wisu ravala sa fierté. Elle est venue dans cette famille pour leur gâcher la vie. Wisu jure qu'un jour, ils verront de quoi elle est capable. Elle leur rendra au centuple tout ce qu'ils lui ont fait subir. En rentrant chez lui, Emma voit que la chambre nuptiale est saccagée et comprend que c'est l'œuvre de sa mère. Il emmène Wisu pour lui demander des explications. Emma donne deux choix à sa mère. Soit elle met la maison au nom de Wisu, ce qui lui ôtera toute raison de la chasser. La deuxième était qu'ils déménagent tous les deux immédiatement. Face à l'attitude ferme de son fils, la dame n'avait d'autre choix que de céder. Mais elle posait une condition, Wisu aurait un mois d'essai. Pendant cette période, les deux ne pourraient pas vivre dans la même pièce, et Wisu devrait aller s'occuper de son beau-père à l'hôpital, pour voir si elle était digne d'être leur belle-fille. La condition posée par la dame réglait sans aucun doute un gros problème pour Wisu. Elle se demandait justement comment refuser de partager le lit de Emma. Ainsi, Wisu pouvait se consacrer à son plan en toute tranquillité. Le soir, Annie a appelé Lucie. Elle a délibérément raillé Wisu devant elle. Wisu n'a plus pu se retenir, a pris son verre et s'est approché d'Annie pour le lui jeter au visage. Annie, furieuse, a commencé à lui tirer les cheveux. Danny, qui avait tout vu, s'est précipité pour les séparer. Il savait que c'était Wisu qui avait commencé. Cette fois-ci, Danny n'a pas pris la défense de Wisu. Annie, furieuse, prend son verre et le renverse sur le visage de Wisu. Cette scène est vue par Emma. Les deux hommes prennent chacun le parti de leur femme. Wisu et Annie se regardent avec colère. Danny, voyant cela, se précipite pour emmener Annie. Wisu fit semblant d'être très blessé. Emma se reprocha de ne pas avoir su la protéger. Le lendemain, Emma alla voir sa mère pour lui dire qu'il ne voulait plus que cela se reproduise. Sinon, il déménagerait. Sa mère comptait sur lui pour l'avenir. Même si elle n'était pas contente, elle accepta à contre-cœur. Voyant que sa mère était mécontente, Emma s'empressa de la réconforter. Le plan de Wisu était toujours en cours. Elle invita Jacques à dîner. Elle demanda ensuite à la secrétaire de Jacques d'informer Emma. Emma pensait que Jacques était sorti avec sa sœur. Mais il a appris par un coup de fil que ce n'était pas le cas. Il n'avait pas besoin de réfléchir pour savoir que Jacques était sorti avec Wisu. Emma est donc partie à leur recherche. Furieux, à ce moment-là, ils étaient arrivés dans un restaurant au bord de la mer. Profitant d'un moment où Jacques était aux toilettes, Wisu a versé quelque chose dans son verre. Peu après, Jacques s'est endormi dans la voiture. Emma est arrivée sur les lieux. En le voyant, Wisu a rapidement fermé les yeux. Voyant que Wisu dormait profondément, Emma l'a immédiatement porté dans sa voiture. À ce moment-là, Jacques s'est réveillé. Il est sorti de la voiture et s'est dirigé vers eux en titubant. Emma, fou de rage,
lui a donné un coup de poing en plein visage. Il ne voulait pas écouter les explications de Jacques. Emma pensait qu'il avait de mauvaises intentions. Wisu regardait la scène depuis la voiture. Les deux hommes ne se sont jamais réconciliés jusqu'à leur mort. Annie, apprenant que Jacques était blessé, vint lui apporter son soutien. Depuis des années, ils étaient restés en contact et avaient même eu un enfant ensemble. Danny n'était toutefois pas au courant. Wisu, qui avait depuis longtemps remarqué la relation entre les deux, fit une surprise aux journalistes. Au moment où Annie s'apprêtait à partir, une foule de journalistes se précipita vers elle. L'un était un acteur célèbre, l'autre un procureur. Leur rendez-vous secret était une nouvelle explosive. Cela allait avoir un impact considérable sur leur avenir. Alors que tout se passe bien, Wisu va devoir faire face à une rivale de taille. Il s'agit de Lucy, celle qui lui a volé son petit ami. Elle va devenir un obstacle sur le chemin de la vengeance de Wisu. Mais comment le plan de vengeance que Wisu a préparé pendant 7 ans pourrait-il être compromis par l'arrivée de Lucy? Tout d'abord, elle a fait falsifier un testament d'une valeur de plusieurs milliards par un ami à l'étranger. Elle a délibérément envoyé ce document à son domicile. Poussée par la curiosité, la mère et la fille l'ont ouvert. Emma a rapidement reçu la nouvelle. Il est stupéfait d'apprendre que sa femme a reçu une telle somme d'argent. Ils sont déjà mariés. Pourquoi faire une distinction entre toi et moi? Avec cet argent, il n'aura plus besoin de créer sa propre entreprise. Pour cette raison, Emma fait tout pour amadouer Wisu. Non seulement il transfère la maison au nom de Wisu, mais il lui cède également 5% des parts de son entreprise. La mère et la fille sont stupéfaites d'apprendre cela. Emma avertit même sa sœur que si elle continue à maltraiter sa belle-sœur, il la mettra à la porte. Lorsque Wisu vit que les documents avaient été ouverts, elle comprit qu'il s'était fait avoir. Elle inventa alors une excuse pour racheter une entreprise à l'étranger, et prit en charge la totalité du financement. Emma était très émue et se réjouissait en secret d'avoir trouvé une si bonne épouse. Mais il ne savait pas que tout cela était le fruit d'un complot de Wisu. Wisu avait encore plus gros projet. Le lendemain, le président Zhang trouva sur son bureau un article sur l'accident qui avait coûté la vie à toute la famille de Wisu. Il est terrifié. Sa femme se demande d'où vient ce journal. Non seulement le président Zhang, mais aussi Emma et Jacques l'ont reçu. Ils ont tous la même expression lorsqu'ils voient le journal. Jacques reçoit alors un appel de menace du chauffeur Wu, qui est mort. Tout cela est bien sur l'œuvre de Wisu, mais on ne peut pas toujours échapper à son destin. Wisu et la nounou se transmettent secrètement des enregistrements dans la maison. Mais le président Zhang les surprend. Lorsque sa femme lui demande ce qu'il faut faire, le président Zhang lui a dit qu'il avait déjà arrêté les coupables. Les informations sur la nounou ont rapidement été trouvées. Le président Zhang a alors découvert que la nounou avait une vieille rancune contre lui. À l'époque, son mari s'était suicidé parce qu'il n'avait pas été payé. C'était Paul qui avait recommandé cette nounou quelques années auparavant. L'officier Park a utilisé les deux filles de la nounou pour la forcer à révéler qui était le commanditaire. Pour le bien de ses filles, la nounou a dû céder. Elle a finalement révélé l'identité de Wisu. Le président Zhang est sous le choc. Comment un mort peut-il être vivant? Wisu est certainement venu venger ses parents. Le président Zhang est troublé par toutes ces énigmes. Wisu, qui n'est au courant de rien, poursuit son plan. La tante de Paul informe Wisu que la nounou a été démasquée et lui demande de s'enfuir rapidement de la maison. Apprenant cela, Wisu est paniqué. Tous ses efforts de ces dernières années allaient-ils être réduits à néant? Elle se ressaisit et rassembla les documents qu'elle avait en main. Wisu, qui n'était pas prête à abandonner, devait savoir ce que le président Zhang comptait faire. À ce moment-là, le président Zhang était plongé dans ses pensées. La mère de Wisu lui avait dit de sa propre bouche que Wisu était sa fille biologique. Cela le troublait profondément et il regrettait l'erreur qu'il avait commise autrefois. Le bruit des pas de Wisu le tira de ses pensées. Le président Zhang fit semblant de rien et tenta de la sonder. Il ne tuerait pas Wisu, mais il devait s'assurer de la raison de sa venue dans cette maison. Les deux se livrèrent à un jeu psychologique. Le président Zhang se demandait comment faire parler Wisu. Si elle révélait tout, cela nuirait forcément à l'entreprise. Et si lui-même révélait le secret, comment Wisu réagirait-elle? De plus, Wisu avait Emma comme bouclier. Il ne reconnaîtrait jamais son identité. Même sous la torture, l'atmosphère était si tendue qu'on pouvait entendre les respirations. La chute de quelques pommes brisa le silence. Les deux hommes se regardèrent et sourirent, mettant fin à la conversation. Le soir, le président Zhang fit venir Danny pour savoir s'il connaissait la véritable identité de Wisu. Danny répondit qu'il aimait beaucoup sa femme et qu'il ne voulait plus parler du passé. Cette réponse dissipa les doutes du président Zhang. Mais Danny raconta tout à Wisu, ce qui inquiète Wisu. Le président Zhang connaît désormais son identité. Et pour l'instant, le président Zhang pense qu'il doit séparer cette fille illégitime de son fils. Depuis que Jacques et Annie ont été photographiés par les journalistes, les nouvelles ont été temporairement étouffées mais leur réputation peut être ruinée à tout moment. Jacques propose donc de partir loin avec sa fille. Mais Annie refuse, car elle aime toujours Danny. Sa relation secrète avec Jacques n'était qu'une relation de convenance. En entendant cela, Jacques est profondément attristé. Au même moment, Wisu monte discrètement à l'étage. Cette scène est remarquée par le président Zhang. L'ordinateur de Danny contient de nombreuses informations sur son passé. Elle doit les supprimer au plus vite. Après plusieurs tentatives, Wisu parvient à déchiffrer le mot de passe grâce à la date de son anniversaire. Alors qu'elle regarde les anciennes vidéos avec émotion, elle se retourne et découvre le président Zhang debout à côté d'elle. Wisu a rapidement fermé l'ordinateur. À ce stade,
Le président Zhang n'a pas caché qu'il savait qui elle était. Wisu n'a plus rien caché et a avoué qu'elle était revenue pour venger ses parents. Alors que les deux se disputaient, le président Zhang est tombé dans les escaliers. Wisu a repris ses esprits et s'est précipitée pour voir si le président Zhang était vivant ou mort. Elle a rapidement appelé à l'aide. Apprenant qu'ils étaient seuls à la maison, la tante de Paul a dit à Wisu de quitter les lieux immédiatement. Elle voulait créer une alibi. Wisu partit immédiatement en voiture. Cependant, Annie revint juste à ce moment-là. Elle aperçut vaguement Wisu. Le président Zhang fut rapidement découvert. Wisu, l'esprit ailleurs, se rendit au supermarché. Peu de temps après, elle reçut un appel. Emma lui annonça que son père était en réanimation et lui demanda de ne pas bouger et d'attendre des nouvelles à la maison. Le président Zhang n'est pas en danger de mort, mais il souffre d'une grave hémorragie cérébrale et on ne sait pas quand il se réveillera. Wisu arrive ensuite à l'hôpital. Annie lui demande si elle était à la maison à ce moment-là. Prête à répondre, Wisu donne la preuve de son alibi. Emma est très en colère et reproche à sa sœur de faire des suppositions. Annie ne se précipite pas pour la démasquer, car tout sera clair lorsque leur père se réveillera. La dame demande à Wisu de rester pour veiller sur eux et leur dit qu'ils vont sortir manger. Wisu regarde le président Zhang, toujours inconscient, sans la moindre compassion. Si elle s'est enfuie, ce n'est pas par peur, mais parce qu'elle craignait de ne pas pouvoir se venger. Elle espère même que le président Zhang se réveille. Ainsi, il verra de ses propres yeux comment elle a détruit sa famille. À ce moment-là, Paul entre dans la pièce. Il craint qu'il arrive quelque chose à Wisu. Il souhaite qu'elle parte avant que le président Zhang ne se réveille. Mais Wisu refuse toujours de céder. C'est alors que Emma fait irruption dans la pièce. Wisu, prise de panique, gifle violemment Paul et l'accuse d'avoir utilisé la visite au malade comme excuse pour venir se moquer du président. Paul comprend que Wisu veut dissimuler la raison de sa venue et décide de jouer le jeu. Emma ne se doute de rien, mais empêche Paul de partir et le menace de le tuer s'il se montre à nouveau. Cependant, en rentrant chez elle, Annie aperçoit par hasard un bouton à l'entrée de l'escalier. Elle se précipita dans la chambre de Wisu et constata que le bouton correspondait à celui de la chemise de Wisu. Annie était certaine que son père avait été victime d'un complot dont elle était responsable. Elle raconta immédiatement tout à son frère. Mais Emma trouvait normal de perdre un bouton à la maison. Il conseilla à sa sœur de ne pas accuser quelqu'un à tort, sinon il ne lui pardonnerait pas. Désespérée, Annie finit par en parler à sa mère. Même si elle croyait sa fille, elle ne pouvait tirer de conclusion sans preuve. Elle se demandait simplement quelle était la motivation de Wisu. À son retour, Dani a vu que l'ordinateur était allumé. Comme le mot de passe était la date d'anniversaire de Wisu, elle était la seule à pouvoir l'ouvrir. Dani a ensuite trouvé Wisu au bureau. Il lui a simplement demandé si elle avait fait exprès. Au moment où Wisu s'en allait, l'officier Park l'a aperçu. Il a raconté à Annie qu'il avait vu Dani et Wisu ensemble. Annie s'est alors rendue dans le bureau de Dani et découvrit par hasard qu'il avait conservé des photos de son ex-petite amie. Wisu ressemblait trait pour trait à sa belle-sœur. Surtout son regard innocent. C'était exactement le regard qu'elle avait chaque fois qu'elle la maltraitait. Son mari était l'ancien petit ami de Wisu. Le fait qu'ils discutent en privé réveilla les soupçons d'Annie. Lucie, pour faire revenir Emma, prétendit qu'elle était enceinte de lui, comme elle avait besoin de l'investissement du président Yin. Emma n'attendait que l'argent des parents adoptifs de Wisu, pour pouvoir enfin dormir sur ses deux oreilles et ne plus se soucier de cette mère et de sa fille. Lucie a ensuite appelé Wisu et lui a montré une paire de chaussures de bébé. Wisu ne voulait pas lui faire de mal, mais elle n'avait pas d'autre choix pour se venger. Elle ne pouvait que supplier Lucie de lui pardonner dans son cœur. Ce soir-là, une femme est venue dans la chambre d'hôpital. Il s'agissait de la maîtresse du président Zhang. Ils avaient un petit garçon ensemble. Ce fils vit chez eux depuis toujours, et ignore que sa mère biologique est une autre femme. Mais l'existence de Tom inquiète la femme du président, qui craint qu'il ne lui vole la succession de son fils. Wisu poursuit son plan. Le soir, elle fait semblant d'être de mauvaise humeur et se confie à Emma autour d'un verre. C'est la première fois qu'ils se retrouvent seuls depuis leur mariage, et Wisu veut profiter de cette occasion pour préparer sa vengeance. Le lendemain, la femme du président entre dans la chambre et découvre les deux amants dans le lit. Elle avait promis au président Yin de faire revenir son fils dans ses bonnes grâces. Avec un enfant, elle ne savait pas comment s'en sortir. Dans un accès de colère, la dame jeta un seau d'eau froide sur Wisu. Wisu ne prit pas ses paroles à cœur. Sa belle-mère la traita de dévergondée. Annie apporta alors un autre seau d'eau. Emma, qui ne supportait plus cette scène, chassa les deux femmes. Annie vint ensuite trouver Wisu. Elle se moqua de Wisu, l'accusant d'utiliser des moyens ignobles pour arriver à ses fins. Wisu répliqua que Emma et elle étaient mariées et qu'il était tout à fait normal qu'ils partagent le même lit. Annie entra dans une colère noire. Wisu la menaça de lui renverser le café sur le visage si elle osait le faire. Elle se leva et prit la casserole d'eau bouillante qui se trouvait à côté d'elle. Annie eut un peu peur. Wisu lui dit de se tenir tranquille dans cette maison, sinon elle la mettra à la porte. Annie reste sur ses positions. Wisu reprend la casserole. Voyant qu'elle est sérieuse, Annie s'en va. Penaude. Elle raconte immédiatement tout à Lucie, apprenant que les deux femmes partagent la même chambre. Lucie se sent menacée. Elle se rend rapidement chez Emma. Devant Wisu, elle déchire la photo de mariage du couple, et dit à Wisu de ne pas se réjouir trop vite, et que même si elle était enceinte de Emma, elle donnerait naissance à son enfant dans cette maison. Emma et sa mère arrivèrent en entendant le bruit, comme ils avaient encore des affaires avec le président Yin. La dame de la maison prit naturellement le parti de Lucie. Wisu, qui était venue pour se venger,
n'avait pas envie de se disputer pour une telle chose. Elle fit demi-tour et partit. Ce jour-là, Wisu rencontra à nouveau Jacques et tenta délibérément de semer la discorde entre lui et Emma. Elle lui dit qu'Emma lui avait confié qu'il n'avait jamais vu d'amis et qu'il avait été isolé depuis son enfance, et que c'était par compassion qu'elle était devenue son amie. Jacques, qui était très fier, apprend que Emma a calomnié son dos et il en est furieux. Il réprime sa colère, car il a tant aidé Emma, qui ne lui montre aucune gratitude. Cela rend Jacques très en colère. Ayant atteint son but, Wisu se rend à nouveau chez Emma et lui dit que son beau-père a transféré une grosse somme d'argent à sa maîtresse, et qu'il lui a également transféré des parts du groupe. Emma est furieux en apprenant cette nouvelle. Wisu lui dit de ne pas trop s'inquiéter, et que dès qu'il aura reçu l'argent de ses parents adoptifs, il l'aidera. Emma est très émue. Au moment où les deux hommes s'apprêtent à se déclarer leur amour, Lucie fait irruption dans la pièce. Elle montre la photo de Wisu et Jacques ensemble. En fait, elle a toujours fait surveiller Wisu. Cela met Emma très en colère. Il avertit Lucie de ne plus faire de choses aussi stupides, et qu'il fait plus confiance à sa femme qu'à quiconque. Wisu a persuadé son mari de ne pas s'obstiner. Elle ne voulait pas entrer en conflit avec Lucie, mais Lucie lui reprochait tout. Elle était déterminée à détruire Wisu. Emma a ensuite retrouvé Jacques et lui a dit de ne pas aller au parc. Jacques a compris le sens de ses paroles. Il a rétorqué à Emma qu'il n'avait aucune confiance en lui, puisqu'il surveillait même sa propre femme. Les deux hommes sont immédiatement sur le pied de guerre. Jacques recommence à parler de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Les anciens meilleurs amis sont désormais ennemis jurés, et leur simple vue est un mauvais présage pour tous ceux qui les croisent. Wisu regarde la photo de ses parents et se sent infiniment seul. Le chemin de la vengeance est semé d'embûches, et elle ne peut que se rappeler sans cesse de ne pas oublier ses origines. Autrefois, les parents de Wisu étaient les gardiens de Emma. La famille menait une vie simple mais heureuse. Qui aurait pu imaginer un tel revirement de situation ? Il ne reste plus beaucoup de temps à Wisu. Ce qui va se passer ensuite est encore plus imprévisible. Elle se rend ensuite dans la chambre du président Jang. Wisu espère qu'il se réveille rapidement afin qu'elle puisse relever le défi. Cela lui permettra de lui faire ressentir une douleur 1000 fois plus intense que celle qu'il a infligée à ses parents. Mais à ce moment-là, le président Jang ouvre soudainement les yeux et serre fortement le cou de Wisu. Après avoir lutté, elle parvient enfin à le repousser. Wisu est encore sous le choc lorsque la dame arrive dans la chambre. Quand Wisu se retourna, le président Jang était allongé tranquillement. Heureusement, il n'avait repris conscience que momentanément. Wisu sortit en courant de la chambre pour réfléchir à la marche à suivre. C'est alors que Paul apparut et la retint. Voyant Wisu paniquer, Paul lui demanda avec inquiétude ce qui s'était passé. Apprenant que le président Jang s'était réveillé, il demanda à Wisu de quitter la maison au plus vite. Pendant qu'ils discutaient, Paul remarqua quelque chose d'anormal. Il dit à Wisu de ne pas se retourner, car quelqu'un les surveillait. Et cette personne n'était autre que Lucie. Annie soupçonnait déjà Wisu. Les deux se mirent d'accord pour enquêter sur l'identité de Wisu. Ils envoyèrent immédiatement les images qu'ils avaient filmées à Emma. Celui-ci arriva à l'hôpital. Furieux, il vit que les agents de sécurité étaient en train d'expulser Paul. Wisu l'accusa de l'avoir harcelé et s'en alla. Emma s'approcha et renvoya les agents de sécurité. Il avertit Paul que s'il continuait à s'en prendre à sa famille, il le regretterait toute sa vie. Paul mentionna que la mort de son père était liée à leur famille, car il voulait obtenir des informations de Wisu. Il demanda également à Emma de se préparer, car tôt ou tard, il découvrirait la vérité et vengerait son père. Ces paroles dissipèrent les soupçons de Emma à l'égard de Wisu. Une fois dans la chambre, sa mère lui parla de l'amende de son père. Elle craignait que le président ne transfère une grande partie de sa fortune et de ses actions à son fils et à son amante. Si rien n'était fait, ils risquaient de perdre leur droit d'héritage. Elle craignait encore plus que le président ait rédigé un testament à leur insu. Le plus important était de trouver ce testament. S'ils attendaient que le président Jang se réveille, il serait trop tard. La dame proposa d'envoyer son mari dans un hôpital psychiatrique. Ainsi, même s'il y avait un testament, il ne serait pas valide. Il pourrait même récupérer la fortune et les parts de son père et les donner à son fils. Alors qu'il complotait, le président Jang sembla entendre quelque chose, et se mit à trembler de rage. Cela effraya beaucoup la mère et le fils. Le médecin arriva rapidement et calma le président Jang. Emma soupçonna son père de faire semblant, dans le but de léguer ses droits successoraux à sa maîtresse et à son fils. Cela fit naître de la haine envers le président Jang dans le cœur de Emma. Il souhaitait que son père ne se réveille jamais. Lucie essaya à plusieurs reprises de causer des ennuis à Wisu, mais celle-ci l'évita à chaque fois. Au contraire, Emma rejeta toute la faute sur elle. Lucie ne savait pas comment s'y prendre avec Wisu. Le lendemain, elle se rendit chez elle comme une folle. Ce comportement étrange laissa Wisu perplexe. Annie et la dame accoururent en entendant du bruit. Lucie accusa Wisu de l'avoir poussée. En entendant cela, Wisu resta sans voix. Avant de partir, Lucie l'a averti que si quelque chose arrivait à son enfant, elle ne lui pardonnerait jamais. La dame l'a traité de cruelle. Wisu ne voulait pas s'expliquer. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Alors elle a falsifié un rapport de grossesse et l'a laissé à Emma. Emma était ravie et a annoncé la bonne nouvelle à sa mère. Mais au lieu d'être heureuse, la dame a ordonné à Wisu d'avorter. Si le président Yang l'apprenait, la coopération entre les deux familles serait compromise. Cela rendait la situation encore plus difficile pour Emma, qui ne savait pas comment s'en sortir. De son côté,
Lucie raconte à sa mère qu'elle a été victime d'abus. Le président Yin se rend directement chez Huizu et la gifle violemment. Il l'accuse de vouloir provoquer un avortement. Huizu explique qu'elle va bientôt être mère. C'est Lucie qui a glissé accidentellement. Elle n'y est pour rien. La dame est maintenant terrifiée. Le président Yin, apprenant que Huizu est enceinte, pointe du doigt la dame. Il lui demande comment elle a pu accepter cela. La dame explique qu'elle a promis de ne pas laisser Huizu avoir l'enfant. Le président Yin, furieux, quitte la pièce. Emma réconforte sa mère et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle lui annonce que Huizu va bientôt hériter de la fortune de ses parents adoptifs, qui s'élève à plusieurs milliards. Elle promet d'utiliser cet argent pour l'aider. En entendant cela, la dame est ravie et décide de se montrer plus gentille avec Huizu à l'avenir, et décide de ne plus faire de courbettes à la présidente Yin et sa fille. Ces deux femmes qui font semblant d'être enceintes ont semé le chaos dans cette famille. Mais Lucie n'a pas l'intention d'abandonner. Elle profite du fait que Huizu ne vole plus ses cosmétiques, car Annie soupçonne toujours l'identité de Huizu. Lucie veut également confirmer cette hypothèse grâce à ses empreintes digitales et son groupe sanguin. Depuis qu'Annie a décidé de ne plus fréquenter Jacques, celui-ci est profondément déprimé. Il se rend donc directement chez Danny et lui révèle tous ses secrets. Danny est profondément bouleversé d'apprendre que sa fille n'est pas la sienne. Et Huizu a tout entendu. Si Annie n'avait pas dit qu'elle était enceinte de lui, Danny n'aurait jamais abandonné Huizu, paralysé et alité. Aujourd'hui, cela ressemble à une punition. Il se rend, désemparé, à l'endroit où il avait l'habitude de retrouver Huizu. Et il la trouve assise là, perdue dans ses pensées. Danny est rongé par la culpabilité. Il ne savait pas tout ce qu'Huizu avait vécu, ni pourquoi elle était revenue en cachant son identité. Huizu le détestait pour l'avoir abandonné, car s'il était resté à ses côtés, leur enfant ne serait pas mort. En apprenant qu'Huizu avait porté son enfant, Danny est resté bouche bée. Mais aujourd'hui, toutes les larmes du monde ne pourraient réparer ses erreurs passées. Ils étaient faits l'un pour l'autre, mais leur destin les avait séparés et ils ne pourraient plus jamais être ensemble. Danny a découvert que quelqu'un avait pris soin de Huizu après son départ. Bien que tante Paul ait nié, Danny a continué à interroger Huizu sur sa grossesse. Il a également découvert que Huizu avait subi une opération pour faire disparaître une cicatrice. Après une enquête approfondie, Danny a appris que le fils que Huizu avait donné à l'adoption 7 ans auparavant avait été adopté. Huizu était très perplexe, car tante Paul lui avait dit qu'elle avait donné naissance à une fille qui était morte à la naissance. Huizu veut tout éclaircir et retrouve sa tante. Mais celle-ci, paniquée, insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'une fille et que Danny s'est peut-être trompé. Au début, Huizu n'y prête pas attention. Mais après son départ, sa tante appelle immédiatement Paul, pour lui dire que Huizu lui a posé des questions sur l'enfant. Paul conseille à sa tante de rendre l'enfant à Huizu, afin qu'elle renonce à se venger. En fait, le fils de sa tante était celui de Huizu. Après l'avoir élevé pendant 7 ans, elle s'était attachée à lui. Égoïste, sa tante ne voulait pas révéler la vérité. Pendant ce temps, la mère et le fils ont commencé à élaborer un plan. Ils ont décidé de trouver quelqu'un pour falsifier le testament avant que le président Zhang ne se réveille. Mais à ce moment-là, Annie a appelé pour annoncer que son père s'était réveillé. Cette nouvelle a tellement effrayé Emma qu'il ne savait plus quoi faire. Huizu s'inquiète également. Elle a noté tous les crimes commis par la famille Emma. Mais Huizu ne comprend pas pourquoi le président Zhang, une fois réveillé, n'a pas révélé son identité. Il est possible que le président Zhang ait pris conscience de sa situation actuelle et qu'il reste alité sans dire un mot. Huizu a le sentiment que quelque chose ne va pas. Plus absurde encore, le président Zhang a versé des larmes devant elle. Le président Yin est venu la voir ce jour-là. Comme sa femme n'avait pas tenu sa promesse, et que sa fille était en mauvaise santé, elle a donc décidé de mettre fin à toute collaboration avec leur famille. Le président Yin a décidé d'attendre que Emma prenne une décision raisonnable avant de prendre d'autres mesures. Cependant, Emma ne s'est pas affolée. Il attendait seulement que l'argent des parents adoptifs de Huizu soit versé sur son compte. Mais le plus important était maintenant de falsifier un testament avant que son père ne reprenne complètement conscience. Mais juste au moment où l'avocat s'apprêtait à partir avec le testament, le président Zhang a soudainement pris la parole. Huizu s'est approché et a annoncé une nouvelle fracassante. Le président a déclaré que le testament était invalide. Mais la dame n'était pas d'accord. Emma a même renvoyé l'avocat. Le président n'était plus qu'un pantin. La dame l'a exhorté à ne pas se battre inutilement. Il était difficile de dire s'il ouvrirait les yeux le lendemain. Emma avait déjà acheté l'avocat et le testament serait bientôt valide. Huizu voulait les pousser à se retourner les uns contre les autres et à s'entretuer. Depuis que le président Yin avait retiré son investissement, la société de Emma avait des problèmes de trésorerie. Pour éviter la faillite, Emma avait décidé de contracter un emprunt à un taux d'intérêt élevé. Il fallait à tout prix que la société tienne jusqu'au mois prochain. Il n'espérait plus que l'argent des parents adoptifs de Huizu arrive sur son compte. Le président Zhang sortit de l'hôpital et rentra chez lui pour se reposer. Huizu vient se moquer de lui et lui annonce qu'elle est enceinte de Emma. En entendant cela, le président Zhang est bouleversé. Il a du mal à accepter cette réalité et son corps se met à trembler de manière incontrôlable. Tom, qui a entendu du bruit, accourt. Ils décident ensemble de ramener le président Zhang à l'hôpital. Huizu appelle ensuite la femme du président. Celle-ci est en train de se faire masser tranquillement. Elle dit à Huizu qu'il n'est pas nécessaire d'emmener le président à l'hôpital, que le président Zhang vive ou meure. C'est son destin. Le président Zhang se trouve dans une situation difficile, mais c'est peut-être le châtiment qu'il mérite. Danny arrive alors, grâce à ses investigations de ces derniers jours.
il a découvert que Huizu avait donné naissance à un garçon. Qui a inventé ce mensonge et qui a prétendu que l'enfant était mort à la naissance? La personne qui a caché la vérité doit avoir une bonne raison. Ces paroles font comprendre à Huizu la vérité. C'était Paul qui lui avait dit que sa fille était morte à la naissance. De plus, sa tante n'était pas mariée. D'où venait donc son fils? Chaque fois qu'elle voyait l'enfant, Huizu ressentait une affection inexplicable, même si sa tante avait trouvé des excuses pour éluder la question. Huizu ne pouvait s'empêcher d'avoir des doutes. Tiraillée par ses sentiments, elle voulait tirer les choses au clair. Face aux questions insistantes de Huizu, sa tante était paniquée. Voyant qu'elle hésite, Huizu la prend par le bras et veut emmener l'enfant faire un test de paternité. Les choses étant ce qu'elles sont, la tante ne peut plus rien cacher. Elle révèle la véritable identité de l'enfant. La tante s'excuse pour son égoïsme. Mais comment pardonner une telle chose? Si Huizu avait su qu'elle avait un fils, son plan de vengeance aurait peut-être été différent. Comment aurait-elle pu choisir la voie de la destruction? Prête à mourir? Huizu sort en courant comme une folle à la recherche de son fils. Sa petite sœur revient justement de jouer avec l'enfant. En voyant son fils, Huizu fond en larmes. Mais lorsqu'il voit sa tante sortir, l'enfant repousse Huizu et se jette dans les bras de sa mère. Une fois de plus profondément bouleversé, Huizu a du mal à se calmer. Sa tante la supplie de lui laisser un peu de temps, pour ne pas que l'enfant soit blessé. Huizu n'a d'autre choix que d'accepter. Elle se rend seule au bord de la mer et se remémore tous les moments passés avec l'enfant au cours de ces dernières années. Elle se réjouit d'avoir toujours été aux côtés de son fils. Mais elle ne peut pas pardonner à sa tante de lui avoir caché la vérité. Quand Danny lui demande si elle a retrouvé son fils, Huizu ne lui dit pas la vérité. Si Danny ne l'avait pas abandonnée à l'époque, elle ne serait pas tombée si bas. Pour Huizu, Danny n'est qu'un objet de vengeance. S'attarder sur le passé ne ferait que ralentir sa vengeance. Emma est débordée par les problèmes financiers de son entreprise. Lucie en profite pour le convaincre de revenir auprès d'elle. Ainsi, sa mère pourrait relancer ses investissements. Mais Emma reste de marbre et refuse. Il ne pense qu'à Huizu, qui l'aidera. Cependant, le lendemain, alors qu'elle apporte son repas au président Zhang, Huizu découvre qu'il s'est redressé avec difficulté. Le président lui dit qu'elle est sa fille. Huizu ne croit bien sûr pas à ses mensonges. Comment pourrait-elle être la fille d'un tel monstre? Le président Zhang, très ému, lui avoua toutes les erreurs qu'il avait commises par le passé. Huizu refusait toujours d'accepter. Furieuse, elle se précipita vers le président Zhang et lui boucha la bouche. Elle lui cria qu'il était fou. Entendant du bruit, Annie ouvrit la porte. Elle crut que Huizu voulait tuer son père. De retour dans sa chambre, Huizu ne parvint pas à se calmer. Le président Zhang était conscient. Pourquoi disait-il de telles absurdités? Était-ce parce qu'il avait peur qu'elle se venge? Était-ce un stratagème pour gagner du temps jusqu'à sa guérison? Huizu n'osait pas y penser et ne pouvait qu'espérer que ce n'était pas la vérité. Une fois le président Zhang calmé, Annie raconta à son frère ce qu'elle venait de voir. Emma ne la crut pas et pensa qu'elle essayait à nouveau de semer la discorde entre lui et Huizu. Huizu prit conscience de la situation et alla retrouver sa tante. Paul et elle lui avait sauvé la vie. Elle était parfois comme une sœur, parfois comme une mère pour elle. Si elle lui avait caché l'existence de son enfant, c'était en partie pour la protéger. Huizu pouvait comprendre sa tante. Ces paroles remplirent la tante de honte. Huizu jouait souvent avec son fils afin de renforcer leur lien. Paul espérait seulement que Huizu, pour le bien de l'enfant, ne se mettrait pas dans une situation inextricable. Il informa Huizu que Lucie avait trouvé quelqu'un pour prélever ses empreintes digitales. Son identité serait bientôt révélée. Huizu n'abandonnerait jamais sa quête de vengeance. Danny n'a pas renoncé à rechercher son fils biologique. Mais sa tante le déteste profondément. Comment peut-il avoir le culot de revenir chercher son enfant après avoir abandonné Huizu? Sa tante le met immédiatement à la porte. Comme le président Zhang a toujours dit qu'elle était sa fille, Huizu se rend à l'hôpital pour faire un test de paternité. Lorsqu'elle apprend que le lien de filiation est établi, elle est envahie par des sentiments contradictoires. De retour chez elle, Huizu informe le président Zhang du résultat du test. Elle lui demande ce qu'il ferait s'il était sa fille. Huizu maudit le président Zhang pour avoir insulté sa mère, et jure de tout faire pour qu'il souffre autant qu'elle. En fait, Huizu a fait faire 2 tests de paternité, l'un avec son fils, l'autre avec le président Zhang. Les 2 rapports confirment que l'enfant est bien celui de Huizu, et qu'elle n'a aucun lien de parenté avec le président Zhang. C'est seulement maintenant que Huizu comprend les intentions de sa mère. À l'époque, sa mère avait prétendu être la fille du président Zhang, dans le seul but de le faire culpabiliser et souffrir, et de se protéger elle-même de toute persécution. Maintenant que Huizu sait tout, elle est déterminée à rendre justice à sa mère. Elle organise alors la venue de la maîtresse du président Zhang chez elle. Lorsque le président Zhang la voit, il la supplie de l'emmener, sinon elle et son fils le tortureront à mort. Au moment où Tom le pousse dehors, Emma arrive juste à temps. Il se précipite vers la maîtresse de son père et tente de la chasser. Le président Zhang, bouleversé, tombe de son fauteuil roulant, mais il s'en moque. Tom, qui sait désormais qu'elle est sa mère biologique, ne peut tolérer le comportement violent de Emma. Les 2 frères en viennent aux mains. Le président Zhang est profondément attristé par cette scène. Finalement,
Il ne parvient pas à s'échapper. Huizu lui apporte son soutien. Elle lui a annoncé que l'entreprise qu'il avait bâtie de ses propres mains allait faire faillite à cause de son complot, et que le secret qu'Annie cachait depuis des années allait être révélé. Danny a appris que sa fille n'était pas sa propre fille, et on ne sait pas encore comment il va réagir envers Annie. Son fils chéri et sa femme adorée sont déterminés à la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Tout cela brise le cœur du président Zhang. L'argent des parents adoptifs de Huizu n'est toujours pas arrivé, ce qui rend Emma très inquiet. De plus, tous les paiements sont exigés de toute urgence. Si cela continue, l'entreprise ne tiendra pas plus de quelques jours. Jacques a tout fait pour conquérir Annie. Il a incité sa femme à demander à Emma de reconquérir Lucie. Ainsi, le président Yang pourrait sauver l'entreprise de la crise. Il pourrait ensuite accuser Huizu et Danny d'avoir une liaison et les chasser tous les deux de la maison, compte tenu de l'héritage de plusieurs milliards de Huizu qui n'était toujours pas disponible. Sa femme accepte immédiatement cette idée. Le soir, la mère supplie Emma de sauver l'entreprise. Si le président Yang ne vient pas à la rescousse à temps, c'est tout le groupe qui sera en danger. Emma, conscient de la gravité de la situation, n'a d'autre choix que d'accepter. Le lendemain, il prend rendez-vous avec Lucie et se met à genoux pour lui demander pardon. À présent, seule sa mère peut l'aider. Lucie finit par céder et accepte. Elle a ensuite trouvé Huizu et lui a montré l'enregistrement de la confession de Emma. Elle lui a demandé ce qu'il en pensait. Pour Lucie, Emma n'était plus si important. Tout ce qu'elle voulait, c'était se venger de Huizu pour lui avoir volé son petit ami. Tôt ou tard, elle la chasserait de la maison. Ce jour-là, Huizu a reçu un appel. Un policier lui a donné rendez-vous pour lui dire que les résultats de l'analyse des empreintes digitales demandées par Lucie étaient arrivés. Les empreintes correspondaient à celles de Jenny, décédée 7 ans plus tôt. Huizu a reconnu son identité. Elle a déclaré qu'elle avait encore des comptes à régler. Le policier, qui était au courant, ne lui a pas donné de difficultés. Huizu s'était préparé. Le policier a accepté de garder le secret en échange d'une somme d'argent, pour remercier le président Yang d'avoir sauvé l'entreprise. La dame avait préparé un dîner familial. À son retour, Huizu a demandé ce qu'il y avait de spécial ce jour-là. Emma a voulu expliquer, mais il a été interrompu. Voyant le regard méchant du président Yang, il a dû se retenir. Huizu ne les gâtait pas. Après tout, cette maison était désormais à son nom. Elle ne leur refusait pas un repas gratuit. La table remplie de plats leur a coupé l'appétit. Ce soir-là, Huizu ressortit l'enregistrement du chauffeur Wu et appela la dame. En entendant la voix du chauffeur Wu, elle poussa un cri de terreur. Emma, qui l'entendit, accourut immédiatement. La dame montra la fenêtre, pensant que le chauffeur Wu était venu réclamer son dû. Emma ouvrit la porte et découvrit qu'il s'agissait d'Annie. Elle aussi avait entendu le bruit et s'était précipitée. La dame, qui avait quelque chose à se reprocher, était sur des charbons ardents. Une fois calmée, elle courut dans la chambre du président Zhang. Elle rejeta toute la responsabilité de ses souffrances sur le président Zhang. Si ce n'était pas à cause de sa liaison avec la mère de Huizu, comment aurait-il pu envoyer quelqu'un pour la renverser? Une maîtresse ne lui suffisait pas. Il s'en prenait même à la nounou qui s'occupait de la villa. Qui sait combien d'autres femmes il avait en secret? Après avoir entendu cela, le président perdit tout contrôle et répéta sans cesse que Huizu était sa fille. À ce moment-là, Huizu entra soudainement et dit que le président semblait mal en point. Il fallait l'emmener à l'hôpital psychiatrique pour qu'il soit soigné. En entendant cela, le président a dû faire un effort pour se calmer. Voyant son état, sa femme était déjà dégoûtée. Huizu ne pouvait pas laisser leur entreprise renaître. Pour cela, elle devait semer le chaos dans cette famille. Elle a donc sorti le test de paternité, en apprenant que Huizu n'était pas sa fille biologique. Le président Zhang a compris qu'il avait été trompé. Sa mère avait menti pour protéger Huizu de la persécution. Le président Zhang, furieux, attrapa violemment Huizu par les vêtements. Mais cela tombait droit dans le piège de Huizu. Elle cria à l'aide, attirant ainsi l'attention de la dame. En voyant Huizu en désordre, la dame resta bouche bée. Elle savait depuis longtemps que son mari n'était pas fidèle. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il, paralysé dans son lit, aurait des vues sur sa belle-fille. Elle insulta son mari, le traitant d'incapable. Comment le président pouvait-il expliquer la situation et révéler la véritable identité de Huizu? Aux yeux de la dame, il n'était qu'un fou. Elle trouva alors les coordonnées d'un hôpital psychiatrique. Mais au moment d'appeler, elle hésita. Huizu, qui se trouvait derrière la porte, comprit qu'elle avait des scrupules, afin que la dame prenne une décision rapide. Elle raconta toute l'histoire à Emma en pleurant. Emma, furieux, ordonna immédiatement à l'officier Park d'emmener son père. La dame n'hésite plus et accepte d'envoyer le président dans un hôpital psychiatrique. Huizu dit que ce n'est pas seulement son mérite. Il y a aussi son fils chéri et sa chère dame. Quand cette famille n'existera plus, Huizu dit qu'elle ira le lui dire en personne. Le président Zhang veut résister, mais il n'en a pas la force. Les employés de l'hôpital arrivent rapidement. Face au regard haineux de Huizu, le président Zhang aimerait la tuer. Mais après une injection de sédatif, il se calme immédiatement. Le président Zhang, qui a commis tant de méfaits, est envoyé dans un hôpital psychiatrique alors qu'il est sain d'esprit. C'est pire que de tomber en enfer. Le président du conglomérat, qui se croyait tout-puissant, tombe ainsi de son piédestal. À ce moment-là, Huizu ne se sent pas soulagée, car elle va devoir affronter d'autres adversaires. Afin d'obtenir l'investissement du président Yang, la femme oblige Huizu à signer les papiers du divorce. Elle ne peut pas encore partir et prétend que Emma et elle s'aiment profondément. Elle savait qu'il ne serait pas facile de faire signer Huizu. Elle voulait voir combien de temps Huizu tiendrait le coup, pour le bien de l'entreprise.
Emma était obligée de se rapprocher de Lucy. Lucy l'a délibérément saoulée et l'a gardée pour la nuit. Le président Yin voulait également que sa fille réalise son rêve. Elle a donc lancé une offre très alléchante à la dame. Elle n'avait qu'une fille et son futur gendre hériterait de tout l'empire familial. Si Lucy épousait Emma, cela signifierait la fusion des deux entreprises. La dame est ravie d'entendre cela. La situation est très défavorable pour Huizu. Elle doit s'accrocher fermement au cœur de Emma et chasser Lucy. Pour cela, Huizu a délibérément donné rendez-vous à Paul. En apprenant cela, Emma est furieux. Il se précipite vers eux. Paul joue le jeu de Huizu. Emma assiste à la scène. La colère monte en lui. Huizu veut que Emma comprenne à travers cet incident que s'il continue avec Lucy, il risque de se faire voler par quelqu'un d'autre. Paul profite de l'occasion pour dire ce qu'il pense, et reproche à Emma de ne pas tenir compte des sentiments de Huizu pour son propre intérêt. Il ajoute que si Huizu est abandonnée, il la protégera à tout prix. Ayant atteint son but, Huizu prend délibérément le parti de Emma. Elle reproche à Paul d'être trop impoli, et affirme que personne ne peut remplacer ses sentiments pour Emma. Huizu fait à nouveau pression sur Emma pour qu'il prenne une décision. Si elle n'avait plus besoin de lui, elle pouvait le quitter. Emma s'empresse d'expliquer qu'il avait simplement trop bu la veille et qu'il ne s'était rien passé avec Lucy. Il espère que Huizu comprendra ses sentiments sincères. Pour apaiser Huizu, Emma annule ses rendez-vous professionnels. Les deux amoureux passent une journée romantique à faire du shopping. De son côté, Lucy reçoit les photos de la rencontre entre le policier et Huizu. Elle comprend que le policier a découvert la vérité et qu'il lui cache quelque chose. Elle a donc immédiatement donné rendez-vous au policier. Ce dernier s'est montré loyal et n'a pas révélé la vérité. Lucy a raconté tout cela à Annie. Toutes deux pensaient qu'il y avait forcément quelque chose qui leur était caché. À ce moment-là, Emma et Huizu sont rentrés à la maison. Lucy a été profondément bouleversée en voyant leur intimité. La dame de la maison, craignant de la blesser, s'est précipitée dans la chambre et a reproché à Huizu. À ce moment-là, Lucy avait 1000 pensées en tête. Elle s'était dit qu'on ne pouvait pas faire confiance aux hommes. Emma lui avait juré qu'il mettrait progressivement fin à sa relation avec Huizu. Mais aujourd'hui, cela ne semblait être qu'une manœuvre pour gagner du temps. Furieuse, Lucy était partie sans attendre. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Le lendemain, elle avait donné rendez-vous à Huizu. Elle lui avait avoué qu'elle avait rencontré le policier pour dissimuler la vérité. Huizu ne pouvait bien sûr pas l'admettre et s'était levé pour partir. Mais Lucy l'avait retenu. S'il n'y avait rien à cacher, il n'y avait aucune raison de refuser une nouvelle analyse d'empreinte digitale. Huizu, qui n'avait pas envie de s'en occuper, partit immédiatement. Lucy, qui ne voulait pas abandonner, saisit cette occasion. Comme on pouvait s'y attendre, un accident se produisit. Alors qu'ils se disputaient, Lucy tomba dans les escaliers. Mais Huizu ne savait pas qu'il s'était fait piéger. Lucy profita de cette occasion pour enfin se débarrasser de sa fausse grossesse. Elle accusa Huizu de l'avoir poussée dans les escaliers, provoquant ainsi sa fausse couche. En apprenant que sa fille avait été blessée, le président Yin était fou de rage. Elle rejette toute la responsabilité sur Emma et exige qu'il divorce immédiatement de Huizu. Sinon elle retirera tous les investissements de l'entreprise. Apprenant que Lucy a fait une fausse couche, Huizu se sent coupable. Elle ne voulait pas qu'un enfant innocent perde la vie. Tout le malheur vient de la famille Emma. Huizu doit accélérer sa vengeance. Sortir Lucy des griffes du diable serait une façon de se racheter. Une fois tout cela terminé, Huizu s'agenouillerait devant Lucy pour demander pardon à son enfant. La dame s'inquiète à présent. Si le président Yin retire son investissement, l'entreprise est fichue. Pour apaiser la colère du président Yin, la dame demande à Huizu de faire ses valises et de partir dès son retour. Contre toute attente, Huizu accepte non seulement de partir, mais signe également les papiers du divorce. Avec l'aide de Paul, Huizu fait sortir en secret le président Zhang, qui est atteint de troubles mentaux. Elle l'envoie auprès de sa maîtresse pour qu'elle s'occupe de lui. Ils veulent ainsi pousser le président Zhang à réécrire son testament pour transférer tous ses biens à Tom. Huizu veut que cette famille se déchire et s'entretuer. Elle demande à sa tante de bien protéger son enfant. La guerre cruelle ne fait que commencer. La mère a forcé Huizu à signer les papiers du divorce, ce qui a rendu Emma incrédule. Il savait qu'il aimait profondément Huizu. Alors pourquoi ne pouvait-il pas la laisser partir? Emma a menacé de se suicider, ce qui a terrifié sa mère. Mais le plus difficile était que l'avocat avait apporté le nouveau testament du président Zhang. La situation déjà précaire de Emma était encore pire, même s'il était au bord du précipice, sans issue, et qu'il sait que s'il n'accepte pas la proposition du président Yin, son entreprise sera ruinée. Emma avoue tout à Lucy. Huizu est la seule femme qu'il ait jamais aimée et il ne peut pas la quitter. Il se met à genoux et implore le pardon de Lucy. Mais à ce stade, ce n'est plus par amour que Lucy veut Emma. C'est surtout sa haine envers Huizu qui la pousse à vouloir se venger. Quoi qu'il en soit, Lucy refuse de renoncer. Le président Yin ne comprenait pas qu'Emma puisse tout abandonner pour une femme. Emma n'était pas quelqu'un de simple. Il devait avoir une raison pour refuser leur aide. À présent, Emma n'attendait plus que l'argent des parents adoptifs de Huizu. Le président Yin exigeait qu'elle accepte son investissement en échange de la direction de l'entreprise. Sans cette bouée de sauvetage que représentait Huizu, Emma ne savait pas comment il allait survivre. Pour son fils et pour l'entreprise, la femme de Emma accepta que Huizu revienne. Mais Huizu n'est pas disposée à revenir aussi facilement. Elle exige en outre que la maison soit vendue pour compenser le divorce. La femme réalise alors qu'elle a commis une grave erreur. De retour chez elle, elle raconte furieuse ce qui s'est passé à Emma. Mais Emma, épuisée,
n'a pas le temps de s'en soucier. Il veut à tout prix que sa mère fasse revenir Huizu. Cela pose un gros problème à la femme. Désespérée, elle se rend au restaurant pour boire un verre d'eau et calmer sa colère. Mais à ce moment-là, une main se posa sur son épaule. La femme poussa un cri de terreur. Le retour du président Zhang avait été organisé par Huizu, qui était revenu pour se venger. Elle voulait que cette famille se dispute. Elle voulait leur faire ressentir ce que c'était que d'être entraînée en enfer par ses proches. Une fois calmée, la femme reprocha à son mari d'avoir partagé sa fortune avec le fils qu'il avait eu avec sa maîtresse. Elle le persuada de réécrire son testament. Le président Zhang, qui souffrait d'avoir été interné dans un hôpital psychiatrique, était prêt à se rendre à la police pour ne plus subir ces tortures. Il révéla également la véritable identité de Huizu. Mais pour la dame, il ne s'agissait que de divagation, d'un esprit dérangé qui cherchait une excuse pour justifier les viols qu'il avait commis. Au même moment, Emma retrouva Huizu. Après l'avoir supplié, Huizu finit par revenir. Elle était revenue pour assister à un grand spectacle. Le président Zhang pensait que son fils était quelqu'un de sensé, et lui dit que c'est Huizu qui l'a rendu ainsi. Avant qu'il n'ait le temps de parler, Huizu s'empresse de faire semblant de s'inquiéter. Le président Zhang aurait voulu l'étrangler, ce qui rend Emma complètement furieux. Il demande à Huizu de sortir et reproche à son père d'avoir perdu la raison. Ce que Emma ne peut pardonner, c'est que ce jour-là, il ait eu l'idée de s'en prendre à Huizu. Le président Zhang reste muet pendant un long moment. Emma a déjà perdu patience. Annie est entrée et le président Zhang a demandé qu'on le sauve. Il ne voulait plus être envoyé à l'hôpital psychiatrique. Annie est venue plaider en faveur de son père, disant qu'il n'avait aucun problème mental. Emma lui a dit de rester tranquille. C'était une décision prise avec leur mère. Si elle voulait continuer à vivre dans cette maison, elle n'avait qu'à se taire. Le personnel de l'hôpital psychiatrique est rapidement arrivé. Tom s'est avancé pour empêcher son frère d'agir ainsi. Mais Emma était déterminée et personne ne pouvait le faire changer d'avis. Annie pleurait et disait qu'elle était désolée, qu'elle ne pouvait rien faire. Le président Zhang n'avait personne sur qui compter. Il ne pouvait que se débattre et supplier son fils de le laisser rester. Mais Emma restait de marbre. Tom voulait demander à sa femme d'intervenir, mais elle ne lui prêtait aucune attention, n'éprouvant plus aucun sentiment pour le président Zhang. À ce moment-là, il ne voulait plus être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Mais il fut emmené de force par le personnel. En voyant cette famille diabolique se battre pour ses propres intérêts, Huizu était ravi, afin d'annuler le testament du président, et l'empêcher de se rendre à la police. Il devait la rendre complètement folle. Sur ordre de la dame, une grande quantité de substances puissantes fut ajoutée aux médicaments du président. Le pauvre président Zhang, sans soutien, finit par payer le prix fort pour ses actes criminels. La dame ne voulait offenser personne, tout en soutenant Lucie et Emma. Elle promit à Huizu que dès que les fonds seraient versés pour sauver l'entreprise, elle organiserait un mariage somptueux pour elle et Emma. Huizu décida alors de se venger de Jacques. Anne, qui était infiltrée dans son entourage, lui révéla qu'il allait rendre publiques les preuves des abus de pouvoir commis par Jacques et son père pendant des années. Mais le pire restait à venir pour Jacques. Huizu révéla au grand jour sa relation avec Annie. Alors qu'Annie tournait une publicité, les membres de l'équipe se sont rassemblés pour discuter. Annie, curieuse, s'est approchée et a découvert qu'elle faisait la une des journaux. Jacques a été démis de ses fonctions de procureur pour cause de mauvaise conduite. Le sénateur Bay, qui faisait l'objet d'une enquête, a appris la nouvelle et s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Il avait prévu que sa femme détruirait son fils, mais celui-ci n'avait pas tenu compte de ses conseils. Le sénateur Bay, qui attendait que son fils vienne le sauver, avait perdu tout espoir. Annie se retrouva également dans la tourmente. Les publicités et les films dans lesquels elle devait jouer furent annulés. Elle allait devoir payer des dommages et intérêts colossaux. Lorsque Danny apprit la nouvelle, il fut convaincu que tout était l'œuvre de Huizu. Le soir, il le suivit discrètement. Huizu l'avait délibérément attiré dehors afin que tout le monde pense que c'était Danny qui avait divulgué cette nouvelle explosive. Le ministre Han s'approcha pour le saluer chaleureusement. Mais Danny ne le connaissait pas. Il se retourna et Huizu avait déjà disparu. Toute la scène est observée par l'officier Park. Si Danny a décidé de se taire, c'est parce qu'il est tombé amoureux d'Annie. C'est grâce à elle que sa sœur a pu guérir, que ce soit par gratitude ou par amour. Danny a choisi de se ranger du côté d'Annie et de la protéger. Cependant, lorsqu'elle apprend que c'est Danny qui a révélé leur liaison, Annie dit que c'est impossible. Mais elle commence à douter. Elle ne sait plus qui croire. Après réflexion, elle se dit qu'après tout, sa fille n'est pas celle de Danny. En tant qu'homme, il a bafoué sa dignité. C'est sûrement pour cela qu'il veut se venger d'eux. Jacques propose à nouveau à Annie de partir loin avec lui, même s'il se met à genoux et la supplie. Elle refuse. Jacques devient alors fou de rage. S'il ne peut pas la voir, il la détruira. Le soir, il donne rendez-vous à Annie en lui mentant que sa fille est avec lui. Annie s'inquiète pour sa fille. Dans son désespoir, elle ne vérifia même pas si sa fille était à la maison. Elle sortit en courant et appela sa fille à grands cris. Danny entendit les cris et sortit en courant. À ce moment-là, Jacques avait perdu la raison. Il démarra sa voiture et fonça vers eux. Au moment critique, Huizu cria « Au danger !» Heureusement, Danny réagit à temps et tira Annie sur le côté. Après être parti, Jacques gare sa voiture sur le côté et se reproche d'être devenu fou. Pourquoi ne peut-il pas oublier une femme qui ne l'aime pas? Emma, furieux d'apprendre que sa sœur a failli être renversée, ordonne immédiatement à l'officier Park d'arrêter Jacques. Face au danger, Jacques menace de les dénoncer. Mais voyant qu'il va être enterré vivant, il prend peur.
Il supplie le ministre Anne de lui épargner la vie en souvenir de leur enfance. Emma est très satisfait de voir Jacques dans un tel état. Finalement, il n'a pas tué Jacques. Jacques, qui a toujours été arrogant, ne peut accepter une telle humiliation. Il est tellement déterminé qu'il en oublie même son père. Il trouve toutes les preuves des crimes commis par Emma et son père et décide de tout dévoiler pour les détruire. Mais le président Jacques de l'hôpital psychiatrique a soudainement disparu. Cela inquiète beaucoup la dame. En fait, Tom l'avait secrètement aidé à s'échapper, mais Visu le retrouva rapidement. Elle fut touchée d'apprendre que le président Jing avait un fils qu'il aimait sincèrement. Tom était un enfant gentil, et Visu ne voulait pas lui faire de mal. Si le président Jing se rendait à la police, Visu le laisserait partir. Le président Jing préféra se rendre à la police plutôt que de rester à l'hôpital psychiatrique. C'était la dernière preuve de clémence de Visu. Cependant, sous la menace de Lucie, le policier fut contraint de céder. Il révéla les résultats de l'enquête sur les empreintes digitales. Lorsque Lucie a appris la véritable identité de Visu, elle a été stupéfaite. Elle a apporté des preuves à Visu et l'a confronté. Visu a fait semblant de rester calme et a nié tout en bloc. Lucie n'a pas perdu de temps en paroles. Elle s'est immédiatement rendue chez Emma pour révéler l'identité de Visu. Elle devait trouver un moyen d'arrêter Lucie au plus vite. Sinon, son plan de vengeance de toutes ces années serait réduit à néant. Pour cela, Visu sort le faux document d'héritage. Elle l'ouvre délibérément devant la dame. La dame pense que l'argent des parents adoptifs de Visu a été versé, alors qu'elle se réjouit en secret. Visu fait semblant d'être bouleversée après avoir lu le document. En un clin d'œil, elle s'évanouit. La dame informe son fils que Visu s'est évanoui après avoir lu le document d'héritage. Emma s'inquiète qu'il y ait un problème. Alors qu'il s'apprête à retourner vérifier, Lucie arrive juste à ce moment-là. Emma, sans prendre le temps de lui parler, se précipite chez lui. À son réveil, Visu ment en disant que l'argent de l'héritage a été temporairement gelé, et qu'il faudra probablement attendre plusieurs années avant de le récupérer. En entendant cela, la dame voit sa tension artérielle monter en flèche. Emma a encore plus de mal à accepter la situation. Il a tout misé sur Visu. À la fin du mois, il doit rembourser 30 milliards de yuan d'intérêts. Emma est complètement désespérée. Visu pleure et s'excuse, se sentant profondément coupable. Emma ne pouvait accepter tout cela. Ému, il était au bord de la crise de nerfs. Le mère et le fils ne savaient pas quoi faire et pleuraient en se serrant dans leurs bras. Visu, à côté, regardait tranquillement. La situation actuelle était le résultat de leurs propres actes. La mère pensait que la seule solution était de retourner auprès de Lucie et de demander l'aide du président Yin. Mais Emma refusa cette proposition. Il se sentait coupable car Visu était également très affecté. Si quelque chose lui arrivait, il ne saurait pas comment continuer à vivre. Sa femme est très déçue que son fils ait tout abandonné pour une femme. Malgré cette situation désespérée, Emma réconforte Visu en lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'il fera tout son possible pour trouver une solution. Ne voyant aucune issue, l'officier Park a une idée. Il propose d'utiliser le document d'héritage de Visu pour emprunter de l'argent à un prêteur privé à un taux d'intérêt élevé. La dame se demande comment l'argent de Visu, qui est gelé, peut servir de garantie pour obtenir un prêt. L'officier Park explique qu'il suffit de cacher cette information. Les documents ont été vérifiés à l'étranger et tant que cela n'est pas découvert en Chine, tout ira bien, bien que le risque soit grand. La dame décide de tenter le coup pour obtenir des fonds de roulement. Visu a spécialement rappelé que ce document d'héritage n'avait plus aucune valeur légale. Mais la dame a reproché à Visu d'être responsable de leur situation difficile. Elle a insisté pour prendre le document. Et c'était justement le piège ultime de Visu. En un clin d'œil, la dame est arrivée à l'entreprise. Sous sa persuasion, Emma a accepté de trouver un tiers pour emprunter de l'argent à un taux d'intérêt élevé. Cette décision de la dame allait pousser son fils dans un abîme sans fond. Mais la situation de Visu devenait également de plus en plus difficile à imaginer. Lucie n'a pas l'occasion de révéler sa véritable identité à Emma. Elle décide donc d'aller voir Jacques en premier. Visu arrive et l'arrête. Elle lui raconte ce qui lui est arrivé 7 ans auparavant. Mais Lucie pense qu'elle calomnie Emma. Elle insiste pour révéler l'identité de Visu. Lorsque Jacques apprend la nouvelle, il est sous le choc. Il n'ose pas croire cette réalité. Il répète sans cesse que Visu est venu se venger. Lucie est perplexe. Elle ne savait rien de la relation entre Jacques et Emma. Jacques lui dit de rentrer, car il s'agit d'une question de vie ou de mort. Visu attendait dehors. Voyant Jacques raccompagner Lucie, elle se rendit chez Jacques. Visu ne cacha plus son identité. Elle avertit Jacques que s'il révélait son secret, elle rendrait ses crimes publics. Jacques accepta, mais posa 2 conditions. Premièrement, qu'elle lui remette les preuves de ses crimes. Deuxièmement, qu'il rende Annie à sa famille. Et troisièmement, qu'il se retire de la liste des personnes à venger. Visu accepta ces conditions afin de surmonter les difficultés immédiates. Paul raconta également l'histoire de Visu à la présidente Yin. En apprenant ce que Emma et Jacques avaient fait, la présidente Yin fut très soulagée. Elle ne pouvait pas laisser sa fille se jeter dans la gueule du loup et décida de ne plus aider Emma pour le bien de sa fille. Sous la pression répétée de sa mère, Emma utilisa le testament de Visu pour emprunter de l'argent à un usurier. Visu a alors fait savoir aux créanciers que les fonds de l'acte de succession avaient été gelés. Très vite, les créanciers se sont présentés chez Emma pour l'emmener. Dans cette situation, ils ne pouvaient pas laisser ces gens toucher à Visu. Comme prévu, Emma a été ramenée couverte de blessures. Pour l'instant, il suffit de rembourser l'argent pour que Emma soit en sécurité. Ne sachant plus quoi faire,
La femme a pensé à Jacques. Elle a donc décidé d'envoyer sa fille emprunter de l'argent à Jacques. Mais Jacques avait failli se suicider en se jetant sous une voiture quelques jours auparavant et Annie refusait catégoriquement d'y aller. N'ayant pas d'autre solution, la femme a décidé d'intervenir personnellement. Jacques a accepté, prêt à vendre tous ses biens. Mais Annie devait être la contrepartie. La conversation entre les deux a été écoutée par Luisu. Elle ne pouvait pas laisser Emma respirer. Elle a donc donné rendez-vous à Jacques et l'a menacé de révéler ses crimes s'il aidait Emma. Si Emma ne mourait pas, c'était elle qui mourrait. Jacques n'avait d'autre choix que d'accepter la demande de Luisu. En voyant le téléphone de Jacques, Madame est très émue. Elle pense que l'autre a préparé l'argent. Mais Jacques est désolé. Même si Annie est prête à partir avec lui, il ne peut plus tenir sa promesse. Le président Yan saisit l'occasion pour racheter l'entreprise de la famille Emma. Il révoque directement le poste de président de Emma. Désormais, Emma n'a plus rien, mais il est heureux d'avoir Luisu à ses côtés. Luisu, quant à elle, veut semer la discorde entre Danny et Annie. Elle demande à sa tante d'amener son fils le lendemain. Danny a enfin pu voir son fils biologique. Même s'il l'appelle « oncle », Danny est comblé. Il est très reconnaissant à Luisu de lui avoir permis de voir son enfant. Annie a tout vu. Elle semble avoir compris qui est Luisu. Après avoir confirmé cette information auprès de Jacques, Annie ne peut s'empêcher d'avoir peur. Lucie est très indécise. Elle ne sait pas si elle doit révéler l'identité de Luisu à Emma. Que faire si Emma subissait des représailles? Après avoir longuement hésité, Lucie finit par tout raconter à Emma. Face à la réalité, Emma refuse de croire. Lucie lui demande de se réveiller. Luisu a tout avoué et a même raconté ce qui s'était passé dans la villa 7 ans auparavant. Sur le chemin du retour, Emma semble avoir perdu toute envie de vivre. Il aimerait tant que tout cela ne soit pas vrai. Une fois rentré chez lui, il se précipite pour demander à Luisu qui il est vraiment. Il lui demande pourquoi, si elle est venue pour se venger, elle n'a pas profité de toutes les occasions pour le tuer. Pourquoi a-t-elle voulu avoir un enfant de lui? Luisu veut le rendre plus malheureux que mort. Détruire son entreprise et plonger sa famille dans le désespoir est plus douloureux que de le tuer. Emma s'approche d'elle, pensant qu'il va la tuer. Mais il est profondément amoureux de cette femme. Même si son cœur est brisé, il refuse de lui faire du mal. Emma est tellement bouleversée qu'il ne peut le supporter. Il erre au bord du fleuve en repensant à ce qui s'est passé 7 ans plus tôt et regrette amèrement son geste. À ce moment-là, Emma est désespérée. Il retire l'alliance qu'il porte au doigt et la jette dans le fleuve avec regret. S'il pouvait se débarrasser de son amour pour Luisu, pourquoi se faire autant de mal? Luisu n'a pas choisi de partir. Elle est prête à mourir avec lui. Cependant, Jacques révèle l'identité de Luisu à la femme de Emma. La dame pâlit d'effroi, en repensant à tout ce qui s'était passé récemment dans sa famille. Elle ne pouvait s'empêcher d'être terrifiée. Le lendemain, Emma se rendit à l'entreprise pour échanger 15% de ses actions contre une filiale. Le président Yan demanda l'avis de Paul. Mais Paul refusa immédiatement, car le groupe avait été fondé par son père. Le président Zhang avait pris le pouvoir en piégeant son propre père. Après que Paul ait pris la direction de l'entreprise, tout avait été mis au clair. À ce moment-là, Emma était au bout du rouleau, en apprenant que le président Yan avait refusé de racheter les actions. La femme est complètement paniquée. Ils vont bientôt se retrouver à la rue. Emma retourne dans sa chambre et se met à genoux devant Luisu. Il la supplie de lui pardonner ses erreurs passées. Emma se repent de son passé. Luisu n'est pas indifférente, mais elle n'ose pas avouer qu'elle est tombée amoureuse de son ennemi. La colère qui brûle en elle la pousse à se montrer impitoyable. Emma comprend que tout a été orchestré par Luisu, et que Danny connaissait depuis longtemps sa véritable identité. Il pensait qu'il s'était ligué pour se venger, trahi par l'homme qu'elle aimait. Annie était profondément bouleversée. Elle en avait assez de sa vie actuelle et avait perdu tout espoir en l'avenir. Heureusement, Danny l'a découverte à temps. Après avoir été réanimée, Annie a survécu. C'est à ce moment-là qu'elle a vraiment compris les sentiments sincères de Danny. Danny a promis de la protéger et de ne jamais la quitter. Danny a ensuite retrouvé Luisu, et lui demanda jusqu'où elle était prête à aller pour se venger. Allait-elle jamais se pardonner de l'avoir abandonnée? Luisu n'éprouvait plus de rancœur. Tout ce qui était arrivé à Danny et Annie était la meilleure punition qui soit. La dame vint demander à Luisu si elle voulait vraiment pousser Emma dans une impasse. Il était le père de leurs 2 enfants. Luisu lui dit de ne pas se faire d'illusions, qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant avec son ennemi. La dame crut qu'elle voulait avorter et la pria de se calmer. Luisu la repousse violemment. Elle veut que ses parents lui rendent tout ce qu'ils lui ont fait subir. La dame se précipite à sa suite, se jette à genoux et la supplie d'épargner Emma. Luisu lui dit de retenir ses larmes bon marché. Elle sait qu'il est impossible que la dame se repente sincèrement. Sur ces mots, elle se retourne et s'en va. Luisu a ensuite pris rendez-vous avec un procureur en qui elle avait confiance et lui a remis toutes les preuves de leur crime. Ce procureur était un ami proche du père de Paul. Il était profondément touché par le sort de Luisu. Il a décidé de poursuivre Jacques et Emma pour meurtre. L'officier Park, pour se protéger, s'est d'abord rendu chez Jacques. Il voulait trouver les preuves de son crime. Mais Jacques l'a attaqué par surprise, par derrière. L'officier Park a été poignardé et est mort entre ses mains. Emma se cacha chez Lucie pour échapper à la police. Le président Yan le gifla violemment, et lui cria qu'il n'avait pas le droit de venir ici. Il ne permettrait pas à sa fille de fréquenter un fugitif recherché par la police. Lucie donna à Emma sa carte bancaire et son argent liquide. C'était le dernier geste d'affection qu'elle pouvait lui offrir. Emma ne croyait toujours pas que Luisu n'éprouvait plus aucun sentiment pour lui. Il voulait qu'elle lui donne une réponse. Emma a ignoré l'avis de recherche de la police et s'est faufilée chez lui. Cela a beaucoup inquiété sa mère.
Elle avait déjà commencé à vendre ses bijoux afin de réunir les fonds nécessaires pour s'enfuir à l'étranger avec Emma. Mais Emma tenait absolument à voir Huizu et son enfant avant de partir. Il est entré dans la chambre et a trouvé Huizu en train de faire ses valises. Huizu lui a demandé de ne pas poser de questions, car leur relation était terminée. Emma refusait d'accepter cette réalité. Depuis leur mariage, ils n'avaient jamais partagé la même chambre. L'enfant qu'il avait tant espéré n'était qu'un simple bandeau que sa femme avait retiré de son ventre. Les paroles de Huizu le transperçaient comme des couteaux. Emma lui demanda pourquoi elle était si cruelle. Si elle ne ressentait aucune douleur, il pouvait accepter que Huizu ne l'aime pas. Il pouvait comprendre qu'elle veuille se venger de lui, mais il ne pouvait pas accepter qu'elle se serve de leur enfant pour le tromper. Huizu se contenta de pleurer en silence, sans se débattre, même lorsqu'Emma serra de toutes ses forces son cou. Voyant qu'elle ne se défendait pas, Emma a eu pitié et a lâché prise. Depuis son mariage, Emma avait beaucoup changé. Il voulait seulement être un mari exemplaire et rendre Huizu heureuse. Il suppliait Huizu d'oublier sa haine, de mettre fin à cette tragédie et de vivre une vie normale. Il voulait considérer tout cela comme un cauchemar impossible à changer. Huizu le regardait froidement. Emma, ne demandant plus rien, se retourna et partit. Déçu, il était inconsolable. Mais même en se reprochant tout, il ne pouvait pas revenir à cette nuit d'il y a 8 ans. Huizu avait le cœur brisé elle aussi. Elle avait vu tous les efforts de Emma et les avait gardés dans son cœur. Mais la haine dans son cœur l'empêchait de pardonner. Emma est arrivée à l'endroit où la tragédie avait commencé. Les images d'il y a 8 ans ont défilé dans son esprit. Il ne savait pas comment demander pardon à Huizu. Il ne savait pas non plus comment réparer les erreurs de sa jeunesse. Au même moment, Huizu arrive également avec sa femme, Jacques, qui les a suivis. Ne sait pas s'il l'a fait exprès ou non. Huizu prévient ensuite le procureur de venir arrêter Emma et Jacques dans cette villa. Mais à peine a-t-elle raccroché que Jacques apparaît. Huizu se moque de Emma, qui avait un avenir prometteur et qui est maintenant réduit à cela. Son père est en prison. Sa femme l'a quitté et il va lui aussi finir derrière les barreaux. Jacques répond qu'il est dans cette situation grâce à elle. Jacques, furieux et humilié, ne peut laisser Huizu s'en tirer ainsi. Après tout, Huizu est une morte. Il doit la faire disparaître pour de bon. Jacques se rapproche peu à peu, dans un élan de panique. Huizu attrape son sac et le jette sur la tête de Jacques. Jacques la poursuit et finit par l'attraper dans le couloir. À l'étage, Emma est en train de parler au téléphone avec sa mère. Soudain, il entend les cris de Huizu. Il se précipite et découvre la scène. Emma se précipite pour l'arrêter, alors que les deux hommes se battent. Emma perd l'équilibre et pousse Jacques dans la cage d'escalier. À ce moment-là, Jacques a l'impression de voir le père de Huizu. Il subit le même châtiment que lui, jusqu'à ces derniers instants. Jacques pense à Annie. Il n'aura jamais réussi à gagner son cœur. Cela restera son plus grand regret. Les deux hommes étaient comme des frères. Ils se battaient et se disputaient. Mais ils ne se sont jamais vraiment détestés. Huizu devait être bouleversé par cette tragédie. Après avoir accompagné Jacques, Emma s'approcha lentement de Huizu. Il ne dit pas un mot et laissa seulement une lettre. Puis il monta seul à l'étage. La lettre était remplie de repentir envers Huizu. Tout avait commencé 8 ans plus tôt. Dans la villa, à l'époque, Emma et Jacques étaient encore des enfants inconscients. Emma, ivre, avait perdu la raison et avait eu des pensées malsaines envers la belle Huizu. Jacques avait également causé la mort du père de Huizu. Emma aurait tant voulu que ce ne soit qu'un cauchemar. Mais rien ne pouvait changer le cours des choses. Finalement, Huizu avait pardonné à Emma. Mais Emma ne pouvait se pardonner à lui-même, en voyant ses ennemis tomber les uns après les autres. Huizu ressentait elle de la douleur au fond de son cœur. La dame ne pouvait accepter ce coup du sort. Elle allait devoir vivre le reste de sa vie dans une agonie sans fin. Cette histoire de vengeance est remplie de critiques sur la nature humaine. Si tout le monde avait eu de bonnes intentions et s'était repenti de ses mauvaises actions, Huizu aurait-elle commis des actes aussi cruels? Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Mais quand la vengeance prendra-t-elle fin? Sur le chemin de la vengeance, elle s'est perdue sans s'en rendre compte. Pour lutter contre le mal, elle est devenue elle-même un démon. Merci à tous pour votre soutien et votre compagnie.